3 émissaires venus des confins de l'espace, chacun suivant une trajectoire distincte, mais leurs origines s'entremêlent comme des filles dans un motif qu'on n'était pas censé déceler. Oumuamua, Borisov. Et voilà maintenant ce 3e atlas. Tous 3 ont émergé des étoiles, ont tracé un itinéraire trop calculé pour être ignoré et sont repartis sans s'attarder. Ils se déplaçaient, tels des sondes d'exploration, analysant les atmosphères, capturant les compositions chimiques, renvoyant des informations vers un endroit hors de notre vue. 3 échantillons, 3 bilans, chacun effleurant Mars, Vénus, Jupiter, tout en zappant la Terre. Presque comme si, en ce qui nous concerne, nos données étaient déjà archivées, notre chimie consignée, le boulot accompli. Et ce 3e atlas n'a pas rompu ce schéma, il l'a affiné à la perfection. Restez jusqu'au bout, car ce soir, on relit ces itinéraires. Et ce qu'on va révéler est une vérité glaçante que personne n'est prêt à affronter. Si ces énigmes vous captivent autant qu'elles me passionnent, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rater aucune mise à jour, car tout ça se déroule en direct. Laissez un commentaire pour dire d'où vous nous suivez, quelle heure il est chez vous et ce que vous pensez de cette dernière avancée. Et si vous voulez booster cette communauté, partagez cette vidéo sur X, Facebook, Reddit ou même dans vos discussions de groupe. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à traquer des récits pareils. Merci de nous soutenir comme ça. Première partie, la géométrie discrète du 3e atlas. Il y a des instants dans l'histoire où l'univers nous balance un truc pour lequel on n'est pas préparé. Le 1er juillet 2025 en était un. Un réseau de télescopes au Chili, intégré au système d'alerte pour les impacts d'astéroïdes sur Terre, a repéré un objet filant dans l'ombre. Un truc qui n'avait rien à faire là. On l'a baptisé 3I Atlas, le 3e objet interstellaire jamais observé. Le 3e intrus en provenance de l'extérieur de notre voisinage solaire. Et quand les astronomes l'ont remonté et projeté sa course dans le temps, ils ont découvert un détail qui devrait vous filer la chair de poule. La trajectoire n'est pas hasardeuse, elle est minutieuse. La plupart des corps qui s'égarent dans notre système solaire respectent des schémas prévisibles, des ellipses sculptées par la gravité patiente sur des milliards d'années. Ils tournoient, ils reviennent, ils se conforment. Mais 3I Atlas n'orbite rien du tout. Son chemin est hyperbolique, ce qui indique qu'il arrive d'un autre coin reculé et qu'il repart vers les ténèbres galactiques. Ça, on s'y attendait. Ce qu'on n'anticipait pas, c'était l'itinéraire qu'il a emprunté pour traverser notre espace. Imaginez, un objet pénètre dans le système solaire à environ 60 km/s. Ça fait à peu près 37 mètres chaque seconde. Il arrive de la direction du Sagittaire, des abysses intersidéraux où la lumière met des années à franchir le vide. Et en s'approchant, il slalome à travers notre arrangement planétaire avec une précision chirurgicale. Le 3 octobre 2025, il frôle Mars à 0,19 unités astronomiques. C'est tout près. Trop près pour un truc qui file à cette vitesse. Puis, les 29 ou 30 octobre selon les calculs finaux, il atteint le périhélie, le point le plus proche du Soleil, à environ 1,36 à 1,4 unités astronomiques. Ça le positionne pile entre la Terre et Mars. Mais il ne s'arrête pas là. Le 3 novembre 2025, il effleure Vénus à environ 0,65 unités astronomiques. Et des mois plus tard, le 16 mars 2026, il balaie Jupiter à 0,35 unités astronomiques. Mars, Vénus, Jupiter, 3 planètes, 3 mondes bien ciblés. Et voilà ce qui devrait vous tracasser. La Terre n'apparaît pas dans la liste. Réfléchissez à ce que représentent ces 3 mondes. Mars, le monde aride, le monde éteint, un endroit où l'eau coulait jadis et où la vie a peut-être jailli avant que l'atmosphère ne s'évapore dans l'espace. Vénus, le monde vénéneux, le monde calciné, où un effet de serre débridé a transformé une planète potentiellement viable en cocotte minute sous des nuages d'acide sulfurique. Et Jupiter, avec ses lunes Europe, Ganymède et Callisto, incarne les mondes océaniques glacés, des lieux où l'eau liquide se tapit sous des croûtes gelées et où la vie pourrait encore sommeiller dans l'ombre. C'est une suite, une évolution allant du sec toxique au gelé humide, du passé habitable à l'échec habitable en passant par le potentiel habitable, comme si quelqu'un avait tracé une ligne à travers les étapes de l'évolution des environnements planétaires et lancé. Quote 2. Bien sûr, vous pourriez vous dire, au quote 3. Et en m'analysant, vous vous trahiriez vous-même. Bien sûr, tout ceci n'est que conjecture. L'avis dominant considère que 3I Atlas est une comète naturelle dotée d'une structure inhabituelle mais plausible. Les comètes varient énormément. Nous n'en avons examiné qu'une poignée de près et la plupart proviennent de notre système solaire.
Qui pourrait affirmer à quoi ressemble une comète interstellaire? Chaque découverte apporte un nouvel élément de données. Oumuamua était aride, sans coma visible, peut-être en rotation chaotique, avec une forme allongée. Borisov était glacée, active, plus proche des comètes familières. Et voilà que 3I Atlas se révèle riche en CO2, une nouveauté de plus. 3 visiteurs, 3 profils chimiques, 3 signatures distinctes. Si l'on orchestrait un réseau d'observation, on déploierait des sondes variées pour sonder divers milieux. On n'enverrait pas le même appareil partout. On adapterait la charge utile. On calerait la chimie sur l'objectif. Mais nous ne sommes pas prêts à l'admettre. Pas encore. Parce que l'avancée impliquerait d'accepter des conséquences que nous ne sommes pas en mesure d'assumer. Cela reviendrait à questionner si la galaxie est scrutée, à se demander si nous figurons dans la base de données de quelqu'un d'autre, à affronter l'idée que la Terre n'est pas au centre des regards, simplement une planète parmi d'autres, discrètement répertoriée par une entité qui nous échappe. L'empreinte chimique de 3I Atlas pourrait détenir la clé. Si nous parvenons à évaluer les ratios isotopiques, à doser les éléments traces, à détecter une activité que la simple sublimation de glace n'explique pas, nous obtiendrons peut-être une réponse. Mais en attendant, nous avons affaire à une comète abondante en dioxyde de carbone, traversant 2 mondes riches en CO2, filant à travers le plan des planètes avec une précision géométrique. Et cette signature chimique apparaît dans le spectre infrarouge, pile là où nos détecteurs sont les plus affûtés. Facile à repérer, facile à analyser, comme si elle cherchait à être remarquée. 4e partie, la stratégie du corridor planétaire. Pourquoi Mars, Vénus, Jupiter? Parlons de ces planètes elles-mêmes. Plus on saisit ce que représentent Mars, Vénus et Jupiter, plus cette trajectoire semble calculée. Mars est la planète qui a frôlé le succès. Il y a 4 milliards d'années, Mars abritait de l'eau liquide en surface, des rivières creusaient des vallées, des lacs emplissèrent des cratères. Une atmosphère plus dense maintenait une chaleur suffisante pour des réactions chimiques, peut-être même pour l'émergence de la vie. Mais Mars est modeste en taille. Son noyau s'est refroidi, le champ magnétique s'est éteint. Sans ce bouclier protecteur, le vent solaire a érodé l'atmosphère, molécule par molécule, au fil de centaines de millions d'années. Aujourd'hui, Mars est froide, aride et raréfiée. La pression atmosphérique au sol est inférieure à 1% de celle de la Terre, mais cette atmosphère ténue est composée à 95% de dioxyde de carbone. Et sous la poussière, des calottes de glace de l'eau souterraine, une chimie ancienne, les vestiges d'une habitabilité perdue. Lorsque 3I Atlas frôle Mars à 0,19 unités astronomiques, il effleure un monde qui raconte un échec. Pas une catastrophe brutale, mais un déclin progressif. Le genre de fin qui s'étire sur des airs. Et pendant ce temps, en orbite, des engins veillent. Le Mars Reconnaissance Orbité avec ses caméras haute résolution. MAVEN qui étudie la fuite atmosphérique, ExoMars qui traque le méthane, le rover Perseverance qui fore dans des roches potentiellement porteuses de signatures biologiques. Mars est le corps céleste le plus exploré après la Terre. Il grouille de capteurs, et 3I Atlas va traverser ce filet de surveillance de part en part. Vénus est la planète qui a dépassé les bornes. Elle est presque la jumelle de la Terre en taille et en masse, formée dans la même zone du système solaire. Elle a sans doute débuté avec des conditions analogues, mais un dysfonctionnement s'est produit. Un effet de serre incontrôlé a transformé Vénus en enfer. Les températures en surface avoisinent les 470 degrés. La pression atmosphérique est 90 fois celle de la Terre. Les nuages sont faits d'acide sulfurique. Le dioxyde de carbone représente 96,5% de l'atmosphère. C'est l'environnement le plus riche en CO2 du système solaire interne. Et pourtant, curieusement, on évoque la possibilité de vie. Pas en surface, mais dans les hautes couches nuageuses, où les températures et pressions sont plus clémentes. Des microbes flottant dans les aérosols, se nourrissant de composés soufrés, emportés par les vents. C'est hautement improbable, mais pas exclu. Vénus est également surveillée. L'orbiteur Akatsuki du Japon y est en poste. L'atmosphère de Vénus suscite un regain d'intérêt. La mission Da Vinci de la NASA déploiera une sonde au cœur des nuages. Envision de l'ESA cartographiera la surface par radar. Après des décennies d'oubli, Vénus revient au premier plan, et au milieu de cet engouement renouvelé, l'objet 3I Atlas file à 65 unités astronomiques de nous. Jupiter incarne un univers de possibilités, bien plus que la planète elle-même. Celle-ci n'est qu'une immense sphère d'hydrogène et d'hélium, dépourvue de surface solide et soumise à une pression écrasante. Mais ses satellites, Europe, Ganymède, Callisto et peut-être Io,
Ces mondes glacés abritent des océans. La croûte d'Europe est striée de fissures et de reliefs. Des indices pointent vers un océan souterrain réchauffé par les forces de marée dues à la gravité jovienne. Ganymède possède son propre champ magnétique et, vraisemblablement, des strates multiples d'océans et de glace. Callisto, antique et malmené, pourrait recéler de l'eau liquide en profondeur. Ces lunes figurent parmi les meilleurs candidats pour une vie extraterrestre, pas en surface, mais dans les ténèbres aquatiques, se nourrissant d'énergie chimique issue de cheminées hydrothermales. Et la magnétosphère de Jupiter forme la plus vaste structure du système solaire. Elle s'étend sur des millions de kilomètres dans l'espace, une bulle de particules chargées et de champs magnétiques. Tout corps la traversant subit cet environnement. Rayonnement, interaction électromagnétique. Si l'on vise à explorer une magnétosphère, celle de Jupiter s'impose. Le 16 mars 2026, 3I Atlas frôlera Jupiter à 0,35 unités astronomiques. Juno orbite déjà autour de la planète, sondant sa structure interne et son champ magnétique. Juice approche, taillé pour les lunes glacées. Europa Clipper débarquera sous peu, focalisé sur Europe. Le système jovien s'apprête à devenir la zone la plus scrutée du système solaire, hors Terre. Et 3I Atlas y glissera pile au moment où ses outils s'activent. 3 planètes, 3 chapitres. Mars, le monde éteint. Vénus, l'échec planétaire. Jupiter, les mondes qui pourraient encore abriter la vie. C'est une ascension, un calendrier, une séquence évolutive des milieux planétaires. Et ce genre de progression éclaire comment l'habitabilité naît, perdure ou s'efface. Si une civilisation avancée menait une enquête, où dirigerait-elle ses sondes? Vers des mondes illustrant des points de données cruciaux. Elle échantillonnerait les extrêmes, atmosphères arides, enveloppes denses, océans glacés enfouis. Elle jaugerait le comportement du dioxyde de carbone dans divers contextes. Elle observerait les interactions des magnétosphères avec les corps planétaires variés. Elle décrypterait l'éventail des résultats. Et elle ignorerait l'évident, la Terre, déjà bien connue. La Terre est le monde bruyant, celui qui émet des signaux radio et expédie des vaisseaux. La Terre est l'exception, le lieu où la vie a proliféré et une civilisation technologique a surgi. Peut-être a-t-on mesuré la Terre jadis, peut-être figure-t-elle déjà dans la base de données. Peut-être n'y a-t-il pas lieu de repasser. Ou peut-être évite-t-on la Terre pour une autre cause. Peut-être celui qui a lancé cela, si quelqu'un l'a fait, craint d'être repéré. Un survol rapproché de la Terre alerterait tous les télescopes, radars et stations de suivi spatial. Cela ferait la une. Cela exigerait des réactions. Mais frôler Mars, Vénus, Jupiter, c'est discret. C'est silencieux. C'est un couloir où un objet peut opérer sans attirer les regards. La probabilité statistique de cette trajectoire, inférieure à 0,5%, hante l'esprit. Les coïncidences existent, mais celle-ci est précise. Elle enfile 3 perles d'affilée, touchant 3 cibles symbolisant 3 phases de l'évolution planétaire, tout en restant dans le plan où nos instruments veillent. Naturel sans doute, conçu peut-être. Quoi qu'il en soit, nous en saurons plus, car contrairement à Oumuamua, repéré en partance, 3I Atlas est encore là. Il traverse les étapes en ce moment, et chaque télescope braqué dessus observe. Mais voilà la question qui devrait vous tourmenter. Si c'est un schéma, si c'est une exploration, que se passe-t-il une fois l'enquête bouclée, une fois les données ramassées et envoyées, une fois que l'expéditeur, qui ou quoi que ce soit, juge en avoir assez? Reviennent-ils? Envoyeraient-ils autre chose? Ou se contentent-ils de mettre à jour leurs archives et de passer à autre chose, nous laissant spéculer sur notre visibilité? 5e partie. Le débat qui émerge. Comète naturelle contre objet artificiel. La communauté scientifique avance avec prudence, extrême prudence, car suggérer qu'un objet pourrait être fabriqué franchit une barrière. On passe de l'astronomie établie à la spéculation marginale, de chercheurs respectés à l'excentrique qu'on esquive en conférence. Et ainsi, en public et officiellement, le consensus est net. 3I Atlas est une comète singulière, certes, mais une comète quand même. Les arguments pour une origine naturelle sont robustes. L'objet arbore une chevelure. Il dégaze. Des jets ont été vus. Une poussière l'entoure. Le noyau de cet objet s'accorde parfaitement avec la sublimation de la glace au fur et à mesure qu'il se rapproche du Soleil, un phénomène typique des comètes. L'orbite hyperbolique démontre qu'il provient de l'espace interstellaire, sans pour autant impliquer qu'il soit d'origine artificielle. Les corps célestes sont régulièrement éjectés des systèmes planétaires.
Les interactions gravitationnelles au moment de la formation des planètes propulsent d'innombrables fragments dans le vide cosmique. Une partie d'entre eux finira par dériver vers d'autres systèmes stellaires. On savait depuis toujours que des comètes interstellaires devaient exister. Aujourd'hui, on les détecte enfin. La composition chimique, bien qu'atypique, reste plausible. Comme nous l'avons évoqué, l'enrichissement en CO2 peut résulter d'une formation dans les zones froides d'un disque protoplanétaire ou d'un traitement par rayons cosmiques sur des milliards d'années. Les estimations de taille, autour de quelques kilomètres de diamètre, s'inscrivent dans la norme des comètes connues. La rotation, les variations de luminosité, les signatures spectroscopiques, tout cela s'explique par des mécanismes naturels. Les études polarimétriques, qui examinent la diffusion de la lumière par la poussière dans la chevelure, révèlent des caractéristiques compatibles avec des grains de silice et des composés organiques, précisément ce qu'on anticipe chez les comètes. Aucune anomalie flagrante, aucune incohérence évidente, aucun indice irréfutable. Pourtant, des voix s'élèvent pour poser des interrogations, non pas des marginaux ou des adeptes des théories du complot, mais des scientifiques chevronnés, dotés de solides références, prêts à considérer l'idée que ce pourrait être autre chose qu'un simple rocher. La trajectoire constitue l'argument principal, ce passage minutieux à travers le couloir planétaire, cette inclinaison si précise, cette succession de mondes illustrant les étapes de l'habitabilité. Quand on effectue les calculs, quand on évalue la probabilité de cette configuration géométrique, une gêne s'installe. 5% ne font pas 0, mais c'est suffisamment rare pour susciter des doutes. Ajoutez à cela le moment choisi. 3i. Atlas survole ces planètes durant une ère où nos outils d'observation atteignent leur apogée. Jamais autant de sondes n'ont orbité autour de Mars. Les missions vers Vénus s'intensifient. Le système de Jupiter s'apprête à devenir l'objet d'études le plus approfondi du système solaire. Si l'on visait une couverture optimale, une récolte maximale de données, on programmerait précisément cette visite pour l'instant présent. Un hasard ? Sans doute. Mais un hasard bien pratique. Avi Loeb, l'astronome de Harvard qui a défrayé la chronique avec son examen d'Oumuamua, est intervenu dans le débat. Il préconise un examen rigoureux des objets interstellaires à la recherche de traces d'origine artificielle. Non qu'il soit convaincu qu'il s'agisse de sondes, mais parce que la probabilité n'est pas nulle et les conséquences seraient colossales. Même avec 1% de chance, plaide-t-il, il faut investiguer, collecter des données, écarter l'hypothèse de manière méthodique plutôt que de la balayer d'un revers de main. D'autres experts contre-attaquent. La charge de la preuve est lourde. Ils rappellent que des affirmations extraordinaires exigent des preuves à la mesure. Pour l'heure, les indices en faveur d'une nature non cométaire pour 3i Atlas relèvent au mieux du circumstantial. Trajectoire singulière, certes, mais pas invraisemblable. Chimie au CO2 explicable. Passage dans le couloir ? Une aubaine. Le hic, c'est que l'artificiel peut ressembler trait pour trait au naturel. Si l'on concevait une sonde pour passer inaperçue, on la doterait d'une apparence cométaire. On lui ajouterait une chevelure, on laisserait échapper des gaz, on calerait sa composition chimique au plus près des attentes. La camouflage idéal consiste à se fondre dans le décor évident. Et si c'était le cas, si cette chose était une sonde masquée en comète, la seule certitude viendrait d'une approche rapprochée. Des images haute résolution, des mesures d'accélération impossibles à attribuer uniquement au dégazage, une détection de signal, de structure ou de comportement défiant les explications naturelles. Mais on ne le fait pas. Pas encore, car s'approcher implique une mission dédiée. Une mission exige des fonds. Des fonds nécessitent un accord général. Un accord repose sur des preuves. Et nous voilà revenus au point de départ. Le débat se poursuit donc dans les revues, les colloques, les échanges nocturnes entre collègues qui taisent en public ce qu'ils ruminent en privé, tant les enjeux sont cruciaux. Si 3i Atlas est naturel, il représente un échantillon inestimable de la chimie d'un autre système stellaire, un jalon dans notre compréhension de la formation planétaire à l'échelle galactique. S'il est artificiel, alors tout bascule, absolument tout. Les ramifications de l'hypothèse artificielle sont vertigineuses. Cela signifierait que nous ne sommes pas seuls, que d'autres entités existent là dehors, aptes à voyager entre les étoiles, à sonder les mondes, à les inventorier. Cela impliquerait que la galaxie regorge peut-être de systèmes automatisés, collectant discrètement des informations pour les renvoyer on ne sait où. Cela voudrait dire que nous avons été repérés, évalués, catalogués. Et si nous l'avons été, dans quelle case avons-nous atterri ?
Habitable, technologique, menace, ressources ou simple entrée de plus dans une base de données si immense que notre histoire entière n'est qu'une note de bas de page. L'hypothèse naturelle rassure. Elle préserve l'aléatoire de l'univers. Elle nous garde uniques, du moins pas franchement sous surveillance. Mais l'hypothèse artificielle, aussi improbable que cela puisse paraître, cela nous oblige à affronter des scénarios pour lesquels nous ne sommes pas préparés. Cela nous pousse à nous interroger. Le mutisme de la galaxie est-il vraiment un silence, ou avons-nous simplement cherché le mauvais type de signal? Et si le message n'était pas une émission radio? Et s'il ne s'agissait pas d'un faisceau laser? Peut-être s'agit-il d'un corps se déplaçant dans l'espace, traversant des systèmes planétaires, collectant des informations, puis repartant. Un émissaire discret, une sonde de reconnaissance, un appareil de levée topographique, et peut-être commençons-nous seulement à présent à le percevoir tel qu'il est vraiment. 6e partie. L'hypothèse du passager clandestin instrumental. Utilisez nos instruments pour l'espionner avec nos yeux. Voici un exercice de réflexion. Si vous souhaitiez examiner un système stellaire sans vous faire repérer, comment procéderiez-vous? Vous n'arriveriez pas avec un vaisseau spatial évident. Vous n'annonceriez pas votre arrivée. Vous agiriez avec finesse. Vous détourneriez l'infrastructure du système contre lui-même. Et dans notre situation, cette infrastructure est vaste. Nous avons des observateurs un peu partout. Autour de Mars orbite le Mars Reconnaissance Orbitaire, Malvin ExoArs, tous scrutants, tous en train d'enregistrer. Vénus abrite un CATSCI, avec d'autres missions à venir. Jupiter compte Juno et bientôt JUICE et Europa Clipper. Sur Terre, nous disposons de télescopes au sol, de télescopes spatiaux, de réseaux radars, de systèmes de suivi des objets lointains. Nous avons érigé un réseau de surveillance pour notre système solaire. Nous guettons les astéroïdes, nous explorons les planètes, nous surveillons les phénomènes météorologiques spatiaux et 3 Atlas traverse pile au cœur de tout cela. L'hypothèse du passager clandestin instrumental postule que l'objet ne cherche pas à échapper à la détection. Au contraire, il la provoque. Il se positionne précisément là où nos appareils le repéreront, l'étudieront, l'examineront, car chaque fois que nous braquons un télescope sur 3 Atlas, chaque fois que nous prenons un spectre ou une photo, nous ne faisons pas que scruter l'objet. Nous nous dévoilons nous-mêmes, réfléchissons à ce que nous entreprenons, nous déterminons sa composition. Nous suivons sa trajectoire, nous disséquons sa forme, nous rédigeons des articles scientifiques, nous diffusons les données. Toutes ces informations circulent librement, envoyées depuis les observatoires, relayées par des satellites, partagées sur le web. Et si l'objet possède un moyen d'écouter, un moyen de capter, alors il en tire des leçons sur nous pendant que nous croyons en tirer sur lui. Cela n'a rien d'une idée saugrenue. Nous savons que des objets peuvent embarquer des instruments. Nous en avons lancé des quantités. Voyager, Pioneer, New Horizons. Ce sont des sondes construites par l'homme, équipées de capteurs, d'émetteurs, de sources d'énergie. Elles sont conçues pour observer et renvoyer des données. Une civilisation avancée pourrait en faire autant, mais de manière supérieure. Plus compacte, plus discrète, dissimulée au sein d'un corps paraissant naturel. La comète de CO2 pourrait agir comme un écran de fumée. Littéralement, lorsqu'un objet dégaze, il génère un nuage de poussière et de gaz qui voile le noyau. On ne discerne pas les détails fins à travers cette brume, on ne peut pas distinguer les traits de surface. Tout ce qui serait caché à l'intérieur, toute structure ou charge utile, resterait masqué. Et plus la comète est active, mieux elle dissimule. Il y a un autre aspect. L'objet franchit des zones où nous avons des engins spatiaux. Lors de son passage près de Mars, nos orbiteurs martiens l'observeront. Près de Jupiter, Juno et les missions futures auront l'occasion de l'examiner. Mais ces engins sont faits pour étudier les planètes, pas les visiteurs interstellaires. Ils sont orientés vers Mars, vers Jupiter, pas vers des objets de passage. Les réorienter est faisable, mais compliqué. Cela demande de la préparation, du carburant, des autorisations. Et le temps d'obtenir ces autorisations, l'objet a déjà filé. Ainsi, le passager clandestin profite d'un voyage gratuit. Il sillonne nos zones équipées d'instruments, se fait analyser par des télescopes terrestres plus faciles à pivoter, et pendant ce temps, nos vaisseaux les plus performants restent concentrés sur leur tâche principale. C'est astucieux, c'est raffiné. Et cela exploite une faiblesse dont nous ignorions l'existence. Mais voilà la question plus profonde. Si l'objet est fait pour être vu, dans quel but? Quel est l'intérêt de se révéler, ne serait-ce que partiellement? Une explication possible est une déclaration, une manière de dire « quod carco ».
pas de façon ostentatoire, pas avec des lumières clignotantes ou des signaux radio, mais de manière subtile, via des objets qui traversent votre système avec exactitude, via une chimie qui attire l'attention, via des trajectoires qui vous intriguent. Une autre possibilité est un test, une façon d'évaluer la réaction. À quelle vitesse nous repérez-vous? À quel point nous étudiez-vous en profondeur? Quels instruments employez-vous? Comment partagez-vous vos découvertes? Tout cela dévoile votre niveau technologique, votre organisation, vos priorités. Ou peut-être est-ce plus banal. Peut-être que l'objet doit traverser ces régions pour d'autres motifs. Récupération de ressources, prise de mesures, ajustement de cap, et être observé n'est qu'un effet collatéral. Peut-être s'en moque-t-il, que nous le voyons ou non, car nous ne sommes pas la cible principale de sa mission. Cette dernière hypothèse est sans doute la plus troublante, l'idée que nous ne soyons que des figurants, que tous nos efforts pour l'étudier ne soient que du bruit de fond pour ce qu'il accomplit vraiment. L'hypothèse du passager clandestin instrumental soulève aussi des questions sur la réciprocité surgissent. Si l'objet nous épie pendant que nous l'observons, que découvre-t-il? Quelles informations recueille-t-il? Et où ces données sont-elles envoyées? Nous l'ignorons. Impossible de le savoir sans nous approcher bien plus, sans outils aptes à repérer tout ce qui dépasse le comportement ordinaire d'une comète. Et voilà le piège, car si l'objet est conçu pour paraître naturel, nos modèles de comètes classiques colleront. Nous verrons ce que nous anticipons, nous rationaliserons les bizarreries, et le passager clandestin traversera inaperçu, ayant achevé sa tâche assignée, sauf si nous scrutons plus intensément, si nous posons de meilleures interrogations, si nous acceptons l'idée que tout ce qui ressemble à une comète n'en est pas forcément une. Le trajet de l'objet dans le couloir martien est en cours. Le 3 octobre 2025 est passé ou approche selon le moment où vous lisez ceci. Quelque chose d'inhabituel s'est-il produit? Les sondes en orbite autour de Mars ont-elles capté des anomalies? L'objet a-t-il modifié sa trajectoire? A-t-il libéré quoi que ce soit? Nous surveillons, les relevés s'accumulent, et quelque part, une équipe dissèque ces infos à la recherche de l'irrégularité, de la marque distinctive, de l'élément discordant. Car, si l'hypothèse du passager clandestin instrumental est juste, les preuves existent, il suffit d'oser les discerner. Partie 7, le concept de récolteuse de ressources au CO2 grasseur. Poussons plus loin. Et si l'objet ne se contentait pas d'observer? Et s'il prélevait quelque chose? L'enrichissement en CO2 revient sans cesse. Ratio de 8.1 entre dioxyde de carbone et eau. Ce n'est pas seulement étrange, c'est un signal flagrant. Et en considérant sa destination, Mars et Vénus, les deux milieux les plus riches en CO2 du système solaire interne, on se demande si cette composition est fortuite ou utilitaire. L'atmosphère martienne est ténue, mais composée à 95% de CO2. Environ 6 millibars de pression, soit grosso modo 6% de celle de la Terre, mais tout en dioxyde de carbone. Vénus représente l'extrême inverse, 96,5% de CO2 sous 90 atmosphères terrestres de pression. Un réservoir colossal. L'atmosphère vénusienne renferme plus de dioxyde de carbone que n'importe quel autre corps du système solaire interne de plusieurs ordres de grandeur, et surgit 3e Atlas, gorgé de CO2, qui frôle ces deux planètes successivement. L'hypothèse de la récolteuse de ressources postule que l'objet pourrait extraire activement du CO2 de ces atmosphères. Pas forcément pour la propulsion, même si c'est une option, mais pour d'autres usages, traitement chimique, stockage d'énergie, matières premières. Le dioxyde de carbone est une molécule basique, mais d'un potentiel infini si on sait s'en servir. On peut le dissocier en carbone et oxygène, l'associer à de l'hydrogène pour produire du méthane, l'employer comme fluide de travail, le comprimer, le congeler, le conserver. Une sonde avancée pour mission prolongée pourrait devoir se ravitailler de temps à autre. Pas comme pour des fusées chimiques, mais pour renouveler ses consommables. Si elle intègre un système de transformation chimique, si elle requiert des matières premières pour réparation ou autoréplication, si elle accumule de l'énergie dans des liaisons chimiques, alors le CO2 serait précieux et viser des mondes riches en CO2 serait logique. Le survol rapproché de Mars à 0,19 unités astronomiques place l'objet loin de l'atmosphère. Impossible de racler les gaz ambiants à cette distance, mais on peut les analyser. Cartographier leur répartition. Repérer des panaches sous variations saisonnières. Et si l'objet dispose d'une portée élargie, d'un mécanisme de collecte s'étendant au-delà du noyau, il pourrait effleurer les bords externes de l'exosphère martienne. Vénus est plus intrigante. À 0,65 unités astronomiques, soit environ 97 millions de kilomètres, l'objet reste éloigné de la planète.
Mais Vénus possède une atmosphère étendue qui s'étire loin dans l'espace. L'exosphère, couche suprême où les particules atmosphériques s'échappent, grimpe à des dizaines de milliers de kilomètres au-dessus de la surface. Les interactions avec le vent solaire érodent constamment l'atmosphère. Des ions d'oxygène filent en queue derrière Vénus, sculptés par le rayonnement solaire. Pour échantillonner l'atmosphère vénusienne sans plonger dans ses profondeurs écrasantes, on le ferait à distance. On intercepterait les particules fugitives, on évaluerait les flux sortants. Et peut-être, qui sait, on en garderait pour soi. Cette idée implique que l'objet dépasse la simple sublimation de glace. Elle suppose des systèmes actifs, des dispositifs de capture, une capacité de stockage. Mais si on admet déjà qu'il pourrait être artificiel, ces aptitudes ne sont pas extravagantes. Nous avons conçu des vaisseaux avec des systèmes de prélèvement d'échantillons. Nous avons lancé des missions qui capturent des particules et les ramènent sur Terre. Une civilisation évoluée pourrait procéder pareillement, sans retour. Traiter les échantillons sur place, extraire l'essentiel, rejeter le superflu. L'objection scientifique est limpide. Les comètes subliment, elles ne récoltent pas. Le CO2 observé dans la chevelure provient de ducœurs gelés d'une glace figée depuis des milliards d'années. Ce gaz est libéré au fur et à mesure que l'objet se réchauffe en s'approchant du Soleil. C'est tout à fait habituel. On s'y attendait. Pas besoin d'invoquer des mécanismes de collecte. Mais voilà le hic. On n'arrive pas à faire la distinction. Pas à distance. Si l'objet à la fois sublime et accumule, s'il relâche du CO2 de sa glace tout en captant du CO2 des environnements planétaires, nos instruments ne sauraient pas forcément séparer les deux phénomènes. On observerait une chevelure de CO2. On évaluerait le taux d'émission gazeuse, on estimerait la perte de masse de l'objet, et tout collerait au modèle de comète. La seule manière de le savoir serait de repérer des irrégularités, des modifications de trajectoire inexplicables par l'émission gazeuse seule. Des jets asymétriques orientés dans des directions absurdes, des variations de composition au passage près de mondes différents et presque de façon révélatrice, une augmentation de masse au lieu d'une diminution. On ne détecte rien de tel pour l'instant. Pas avec la précision requise, mais si l'hypothèse du récolteur de ressources est juste, le comportement de l'objet autour de Vénus pourrait nous fournir des indices, car s'il doit récolter quelque part, Vénus est le gros lot. Vénus possède bien plus de CO2 que Mars, de l'ordre de milliers de fois plus. Si l'objet ralentit, si sa trajectoire dévie, si son activité grimpe ou chute soudainement sans lien avec le chauffage solaire, alors on tiendrait une piste. Cela ouvre une perspective plus large. Si des sondes interstellaires doivent faire le plein, si elles ont besoin de puiser des ressources dans les systèmes qu'elles visitent, elles viseraient des types de planètes spécifiques, des mondes riches en CO2, en eau, en méthane. Elles adopteraient des parcours maximisant l'accès aux ressources et, vues de l'extérieur, de notre point d'observation, ces trajectoires paraîtraient intentionnelles, elles sembleraient planifiées, ce qui nous ramène au problème statistique, cette probabilité inférieure à 0,5%. Parce que si la trajectoire est conçue pour la récolte de ressources, elle n'est pas aléatoire, elle est optimisée. Une telle optimisation apparaît dans les calculs comme une improbabilité. Soyons francs, ceci reste de la conjecture. Aucune preuve confirmée de récolte, pas de gain de masse, pas d'anomalie de trajectoire réclamant des explications exotiques. L'objet se comporte comme une comète jusqu'ici, mais on est encore au début de la campagne d'observation. Le passage près de Vénus n'a pas eu lieu fin octobre 2025. Jupiter est encore à plusieurs mois. Les données affluent toujours, et si l'objet récolte, il le fait discrètement, ce qui correspond pile à ce qu'on attendrait si l'objectif est d'échapper à la détection. Récolter juste ce qu'il faut. Déplacer légèrement. Garder les anomalies assez minimes pour qu'elles passent pour des erreurs de mesure. Opérer à la limite de la détectabilité. Car l'une des caractéristiques de la technologie avancée, c'est qu'elle n'a pas à se faire remarquer. Elle n'a pas à se déclarer. La meilleure technologie est invisible, elle paraît naturelle, elle se fond dans le décor. Et si une civilisation envoie des sondes à travers la galaxie pour explorer des systèmes planétaires, elle a eu des milliards d'années pour peaufiner le camouflage. Donc, on observe, on mesure, on attend l'anomalie et on se demande si le CO2 qu'on voit s'échapper de 3i Atlas n'est que de la chimie gelée venue d'un autre système stellaire, ou si une partie provient d'ici, de nos planètes, de ces atmosphères qu'on commence à peine à appréhender. Dans tous les cas, l'objet emporte quelque chose de cette rencontre. Des informations, au minimum. Et peut-être que c'est tout ce qu'il lui faut. Partie 8, le fil de reconnaissance pour la défense planétaire. Il y a un autre aspect, plus sombre, plus tactique.
Et si l'objet n'était pas là pour échantillonner ou récolter? Et s'il venait nous tester? La défense planétaire est un domaine récent. Ces dernières décennies, l'humanité a commencé à prendre au sérieux la menace des impacts d'astéroïdes. On a mis en place des systèmes de surveillance comme Atlas et Pan-STARRS. On a répertorié les objets proches de la Terre. On a même expérimenté des impacteurs cinétiques en projetant littéralement des engins spatiaux sur des astéroïdes pour vérifier si on peut altérer leur course. La mission DART en 2022 a démontré qu'on en est capable. On peut dévier un astéroïde, on dispose d'une capacité de défense planétaire, rudimentaire certes, mais une capacité implique une visibilité. Quand on déploie un réseau radar pour traquer les astéroïdes, on révèle aussi qu'on possède des réseaux radars. Quand on réoriente des télescopes pour suivre un nouvel objet, on montre à quelle vitesse on peut réagir. Quand on publie des articles analysant les trajectoires et compositions, on met en lumière notre degré de coordination scientifique. Tout cela constitue des données. Et si une civilisation avancée voulait évaluer les capacités défensives et technologiques d'un système planétaire, elle y enverrait quelque chose et observerait la réaction. C'est l'hypothèse de reconnaissance. L'objet est une sonde, mais pas pour un échantillonnage scientifique. Il s'agit de collecte de renseignements, d'intelligence militaire si on veut être direct, ou du moins d'intelligence stratégique, une méthode pour jauger si ce système est passif ou actif, surveillé ou aveugle, unifié ou fragmenté. Et la trajectoire, ce parcours minutieux à travers le couloir planétaire, positionne l'objet précisément là où nos capteurs sont braqués. Chaque télescope qui le suit, chaque vaisseau spatial qui l'observe, chaque publication qui l'examine représente un indice précieux. Temps de réaction, performance des instruments, synchronisation entre observatoires, collaboration internationale, tout cela est exposé aux yeux de quiconque suit l'affaire. Examinons ce que l'objet a pu glaner jusqu'ici en supposant qu'il recueille des informations. Il a été repéré le 1er juillet 2025 par Atlas au Chili. Pas dès son entrée dans le système solaire, mais plusieurs semaines ou mois après avoir franchi les zones périphériques. Cela révèle nos limites en matière de détection. Nous repérons les corps une fois qu'ils sont à proximité relative, à quelques unités astronomiques, mais nous sommes aveugles aux confins du système, sauf pour les géants les plus imposants. Une fois détecté, l'objet a été catalogué sans tarder. On a calculé ses éléments orbitaux, émis des prévisions, diffusé des articles. Tout s'est enchaîné en quelques semaines. Cela montre notre aptitude à analyser vite. Nous passons de la découverte à la description en un clin d'œil. Pourtant, cela souligne aussi notre posture réactive, loin d'être anticipatrice. Nous ne l'avons pas vu arriver avant qu'il ne soit là. Les observations se sont intensifiées. Des télescopes terrestres du monde entier ont commencé à le suivre. Ceux en orbite, y compris James Webb, ont été réorientés. La spectroscopie a été lancée. La composition de l'objet, sa vitesse, sa voix, tout a été évalué et partagé publiquement. Cela indique que nous échangeons nos données. Nous travaillons ensemble. Mais cela trahit aussi notre manque de discrétion. Tout ce que nous découvrons est rendu public. N'importe quel observateur interceptant nos échanges saurait précisément ce que nous savons. Voici le moment captivant. Tandis que l'objet s'approche de Mars, Vénus, Jupiter, nos sondes dans ces parages ont des occasions d'espionner. Mais réorienter un vaisseau demande de l'effort. Il faut du carburant. Il faut modifier le plan de mission. Il faut l'aval du centre de contrôle, des organismes financeurs, des alliés internationaux. Ce mécanisme est lent, administratif, et quand la décision tombe, la fenêtre d'opportunité est souvent fermée. Une sonde de reconnaissance noterait tout cela. Réponse institutionnelle mollusque, pouvoir fragmenté, engin conçu pour des tâches précises, incapable de s'ajuster facilement à des cibles imprévues. C'est une faiblesse. C'est un trou dans notre filet de surveillance. Il y a aussi ce que nous ne percevons pas. La chevelure de l'objet masque le noyau. Nous ne distinguons pas les détails de surface. Nous ne repérons pas les petites structures. S'il y a du matériel embarqué, des antennes, des détecteurs ou quoi que ce soit au-delà de glaces et de roches ordinaires, nous ne les voyons sûrement pas. Nos clichés les plus nets montrent une forme floue qui enseigne à la sonde de reconnaissance un fait crucial. Nous butons sur des barrières optiques. Nous détectons et traquons, mais nous ne discernons pas les menus détails à la distance d'un visiteur interstellaire. Et puis il y a le tableau d'ensemble, la Terre elle-même. L'objet l'évite, ou du moins ne s'en approche pas trop. Mais la Terre est le monde bruyant. C'est celle qui émet des signaux radio, qui déploie des satellites, qui illumine son hémisphère nocturne avec ses métropoles. Si on voulait l'étudier, pas besoin de s'approcher, on pourrait l'observer de loin.
On pourrait capter le spectre électromagnétique, on pourrait scruter les lueurs, on pourrait cartographier nos réseaux sans jamais pénétrer notre espace orbital. En survolant Mars, Vénus et Jupiter plutôt, l'objet évalue notre réaction sans éveiller notre vigilance maximale. Il reste sous le seuil d'alerte. C'est intriguant au point de mériter une étude, mais pas alarmant au point de mobiliser les forces, et c'est astucieux. C'est précisément ainsi qu'on conçoit une mission de repérage, récupérer les infos sans provoquer une riposte qui fausserait les résultats. Il y a des précédents historiques pour ce genre de stratégie. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique menèrent des vols de reconnaissance le long des frontières adverses, sans violer l'espace aérien, mais assez près pour tester la couverture radar, les délais de réaction, les capacités d'interception. On en apprend beaucoup sur l'ennemi en observant sa réponse à une incursion, on repère les failles, on chronomètre les hésitations, on jauge la cohésion. Si quelqu'un explore notre système solaire en reconnaissance, il applique le même manuel. Et nous lui fournissons les éléments sur un plateau parce que nous croyons faire de la science. Nous pensons analyser une comète, et c'est peut-être le cas, mais peut-être qu'on nous dissèque en retour. L'objet affiche une activité de jets inhabituelle. Des photos révèlent un jet majeur d'environ 10 000 km de long, dirigé vers le Soleil. C'est courant chez les comètes. Les dégazages produisent des jets, mais ceux-ci peuvent aussi servir de poussée directionnelle, de légères impulsions qui modifient la course. Si l'objet effectue des ajustements de trajectoire, de fines corrections pour parfaire sa route, nous risquons de ne pas les détecter. Les jets lui offrent un alibi crédible. Toute manœuvre peut passer pour un dégazage naturel, et c'est le hic avec le repérage. S'il est bien exécuté, on ne se doute de rien. La sonde paraît authentique, se comporte comme telle, et semble. Elle arrive discrètement, et lorsqu'elle repart, elle a collecté tout ce qui lui était nécessaire, sans que vous ne vous doutiez de rien. Alors, que faire ? Comment se protéger contre une entité qui pourrait déjà être parmi nous, observant, évaluant, répertoriant ? La réponse est dérangeante, on ne peut rien y faire. Pas encore, car se défendre implique de reconnaître l'existence d'un danger, et pour l'instant, on n'en a aucune certitude. On soupçonne, on imagine, mais on ignore. Et c'est peut-être là l'essentiel. Peut-être que cette phase d'exploration ne vise pas à sonder nos armes ou nos fortifications. Peut-être mesure-t-elle plutôt notre vigilance. Combien de temps faut-il pour prendre conscience qu'on est surveillé ? Combien de temps pour passer d'un simple événement intrigant à une suspicion de repérage ? Combien de temps pour réagir ? Nous en sommes toujours au stade de l'anomalie fascinante, ce qui signifie que si c'est bien une mission de reconnaissance, nous ratons l'épreuve. Partie N, l'angle de la dissimulation de charge utile dans le cheval de Troie. Imaginez que vous concevez une sonde interstellaire. Vous souhaitez qu'elle voyage d'un système stellaire à l'autre, qu'elle recueille des informations et qu'elle passe inaperçue. Comment la camoufler ? On ne la rend pas invisible, on la fait ressembler à autre chose, à un élément banal, à un phénomène ordinaire. Une comète est idéale. Les comètes pullulent. Ce sont des boules de glace et de roches, des résidus de la formation planétaire. Elles s'illuminent en approchant d'une étoile, formant une chevelure et une queue qui masquent le noyau. On s'attend à ce qu'elles soient irrégulières, variables en luminosité, imprévisibles dans leur trajectoire. Une comète représente le camouflage suprême pour une sonde, et si l'on voulait cacher un objet à l'intérieur, la chevelure servirait d'écran de fumée. L'hypothèse du cheval de Troie postule que Troie-Dri Atlas pourrait abriter quelque chose. Pas forcément un vaisseau imposant, rien d'évident, mais une charge utile. Des capteurs minuscules, des microsondes, des transpondeurs, du matériel destiné à être largué à des points précis le long du parcours, et la chevelure. Ce nuage de poussière et de gaz tout dissimule. Voici comment cela pourrait se dérouler. Le noyau, le cœur solide de l'objet, mesure plusieurs kilomètres de diamètre d'après les estimations de brillance. C'est un volume considérable. La plus grande partie est sans doute de la glace, de la roche, de la poussière, les composants classiques des comètes. Mais enfoui au cœur, protégé des rayons cosmiques et des collisions, pourrait se trouver autre chose, une charge en hibernation, en attente. Au fur et à mesure que l'objet s'approche du Soleil, il se réchauffe. La glace se sublime, la chevelure se forme, et à des instants précis sur la trajectoire, à des distances spécifiques de planètes choisies, la charge s'active. De petites sondes sont libérées. Elles sont exiguës, peut-être de la taille d'un ballon de basket ou moins. Revêtues de poussière, elles paraissent être des débris et s'éloignent du noyau, emportées par les gaz éjectés, noyés dans la chevelure. Une fois libérées, elles se propulsent. De minuscules propulseurs, des moteurs ioniques,
quelque chose de discret et efficace. Elles modifient leur cap. Elles filent vers leurs objectifs. Mars, Vénus, les lunes de Jupiter. Elles s'insèrent en orbite, percutent dans des surfaces ou se positionnent dans des zones gravitationnellement stables où elles peuvent scruter pendant des années, des décennies ou des siècles sans que nous ne percevions rien. Car nous focalisons sur le noyau, nous suivons le corps principal. Les petits objets dans la chevelure se confondraient avec la poussière et les fragments. Nous manquons de résolution. Nous n'avons pas les moyens de suivi. Et même si c'était le cas, nous ignorerions quoi chercher. Les indices en faveur de cela restent circonstanciels au mieux. Les jets en sont un. On a observé un grand jet dirigé vers le Soleil par plusieurs télescopes. Les jets sont courants chez les comètes, mais ils pourraient aussi masquer un largage, une éruption de gaz et de poussière, un panache d'activité, et au milieu, camouflé, une petite sonde file vers son destin. La polarimétrie fournit un autre indice. Les analyses de la diffusion de la lumière dans la chevelure révèlent des particularités inhabituelles. Les grains de poussière pourraient être plus élaborés que de simples silicates. Il y aurait peut-être des composés organiques, voire des particules structurées. Cela ne prouve rien d'artificiel. Les comètes ont une chimie complexe, mais notons aussi la rotation. Les comètes tournoient ou chancellent en traversant l'espace. Ces mouvements génèrent des variations de brillance que nous mesurons. 3 atlas présentent des fluctuations, mais le schéma n'est pas encore bien défini. Si l'objet largue des charges, si de la masse est éjectée de manière asymétrique, cela perturberait la rotation. On pourrait détecter des irrégularités dans la courbe de lumière, des phases où la brillance dévie du modèle prévu. Mais voilà le hic. Tous ces signes, jets, polarimétrie, s'expliquent par des phénomènes naturels. Les comètes sont désordonnées. Elles sont chaotiques. Elles ne respectent pas les schémas simples. Donc toute bizarrerie, tout écart par rapport aux prévisions peut être balayé comme une simple variabilité naturelle, et à moins de traquer activement des charges artificielles, à moins d'examiner les données sous cet angle, on ne les repérera jamais. C'est là le coup de génie de l'approche du cheval de Troie. Elle joue sur nos préjugés. Nous présumons que les comètes sont naturelles. Nous présumons que la chevelure n'est que de la glace sublimée. Nous présumons que les jets ne sont que des dégazages, et du fait de ces présupposés, nous ne creusons pas plus loin. Maintenant, réfléchissons à... Et si ces charges utiles existaient bel et bien, à quoi pourraient-elles servir? Mars représente la première étape. Une charge larguée là-bas pourrait se placer en orbite ou atterrir en douceur sur le sol. L'atmosphère martienne est ténue, mais suffisante pour une décélération si on équipe la sonde d'un bouclier thermique. Une fois au sol ou en orbite, une petite sonde saurait surveiller. Elle épierait les rovers, noterait les variations atmosphériques, évaluerait le champ magnétique et renverrait les infos à l'objet parent ou directement vers l'espace. Vénus pose plus de défis. Son atmosphère est impitoyable, mais les couches supérieures, entre 50 et 60 km d'altitude, restent supportables. Des températures de 0 à 50 degrés, une pression proche de celle de la Terre. Une mini-sonde avec un ballon ou un dirigeable pourrait y dériver indéfiniment, analyser les nuages, scruter la surface via radar et observer depuis le seul coin de l'environnement vénusien où la Tech peut tenir le coup. Les lunes de Jupiter, c'est le gros lot. Europe, Ganymède, Callisto. Ces mondes abritent des océans souterrains. Une petite sonde posant sur Europe pourrait percer la glace ou du moins prélever des échantillons de surface à la recherche de traces biologiques, où elle s'installerait en orbite pour jauger le champ magnétique induit, cartographier la croûte glacée et guetter une éruption de panache pour capter directement l'eau de l'océan. Tout ça, c'est faisable avec les technologies qu'on maîtrise déjà. Des sondes compactes, des instruments miniaturisés, des panneaux solaires ou une alimentation par radioisotope, des systèmes de com. On a déjà fabriqué des trucs pareils, CubeSat, micro-rover. La technique est là. Une civilisation avancée pourrait faire mieux. Plus petit, plus performant, plus indépendant. Et une fois déployés, éparpillés dans le système solaire, ces charges seraient quasi impossibles à repérer. Elles resteraient muettes, discrètes, en mode observation, sans émettre ou en utilisant des signaux qu'on ne capte pas. Des lasers à faisceaux étroits, de l'intrication quantique ou un bidule au-delà de nos moyens de détection actuels. L'hypothèse du cheval de Troie fout les jetons parce qu'elle implique que le passage de l'objet n'est que le début. La vraie mission démarre après son départ.
Les charges larguées continuent pas le boulot, en guettant, en attendant, en transmettant des données à leurs créateurs ou en stockant pour un ramassage futur ou juste en servant de nœud dans un vaste réseau, une toile de capteurs disséminée à travers la Voie lactée, chacun cataloguant en silence les planètes qu'il surveille et on n'en saurait rien. On verrait les 3 atlas quitter le système solaire, accélérer vers l'espace interstellaire et on se dirait que l'histoire est close. On publierait des articles, on disséquerait les données, on passerait à l'objet suivant. Pendant ce temps, quelque part sur Mars, dans les nuages de Vénus ou sur la glace d'Europe, une petite machine s'activerait. Elle déploierait ses capteurs et entamerait sa tâche. Peut-être un peu parano, mais la paranoïa, c'est juste de la reconnaissance de motifs appliqués au danger. Et ici, la trajectoire, la composition, le couloir sont trop précis pour les balayer d'un revers. Si vous lanciez des chevaux de Troie vers d'autres systèmes stellaires, vous procéderiez comme ça. Vous les masqueriez en pleine vue, vous profiteriez des processus naturels pour camoufler, et vous viseriez les mondes qui comptent. Ce qui veut dire que si cette idée tient la route, on n'est plus seul. On a de la visite, directe, silencieuse, vigilante, et qui ne repart pas. Partie 10. Implication cosmique plus large. Balayage. Catalogue de recensement. Élargissons le champ très largement, parce que si les 3 atlas font partie d'un truc plus vaste, il faut embrasser la vue d'ensemble, et l'image qui se dessine est troublante par ses conséquences. 3 objets interstellaires confirmés jusqu'ici. Oumuamua en 2017, Borisov en 2019, Atlas en 2025. 3 points de données, 3 compositions, 3 chemins. Oumuamua était sec, allongé, peut-être en rotation chaotique sans coma visible. Borisov était aqueux, glacé, comme une comète avec dégazage évident et allure classique. Atlas est riche en CO2, rétrograde, filant le plan des planètes avec une précision chirurgicale. 3 objets, 3 profils distincts. Et si vous commencez à y voir une intention, vous n'êtes pas le seul. Voilà le truc avec la diversité. En nature, elle naît de milieux de formation variés, d'histoires différentes, d'événements aléatoires. Mais en conception, elle répond à un but. Vous expédiez des sondes variées pour des missions spécifiques. Vous adaptez, vous affinez. Une pour les corps secs du système interne, une pour les géants glacés de l'extérieur, une pour les atmosphères chargées en CO2. Vous n'envoyez pas le même outil partout, car tous les environnements ne se ressemblent pas. Si ces 3 objets forment un réseau, s'ils sont des nœuds dans un système de scan plus grand, leur différence s'explique. Ils ne font pas tous la même chose. Ils échantillonnent divers aspects du système solaire, diverses chimies, diverses zones, diverses échelles temporelles. Et là, ça devient vraiment cosmique. Si on en a détecté 3 en moins d'une décennie, combien y en a-t-il au total? Combien nous ont échappé? Combien sont passés avant qu'on ait les outils pour les voir? Combien rôdent, en ce moment, dans les confins du système solaire, trop faibles et lointains pour nous relever? Les calculs font froid dans le dos. La détection. Les taux de détection varient en fonction de la taille, de la luminosité, de la trajectoire et de la couverture des relevés. On en repère peut-être 1% de ceux qui traversent notre espace, et encore, c'est optimiste. Cela implique que pour chaque visiteur interstellaire qu'on identifie, des dizaines ou des centaines d'autres passent inaperçus. Et si ces objets invisibles font aussi partie du réseau, s'ils traversent eux aussi notre système en collectant des informations? Alors, le système solaire n'est pas vide, il grouille de présence. Élargissons maintenant à l'échelle galactique, 200 milliards d'étoiles, des centaines de milliards de systèmes planétaires. Si une infime portion d'entre eux est surveillée, si seulement 1% des systèmes stellaires abritent des sondes automatisées qui y défilent, alors la galaxie est peuplée de ces entités. Un réseau de capteurs, une toile de détecteurs, tous se déplaçant dans l'espace, accumulant des données et les renvoyant vers un point central. C'est l'hypothèse du recensement. L'idée que la galaxie est scrutée de manière méthodique, non par des vaisseaux pilotés ou des explorateurs, mais par des systèmes autonomes. Des sondes lancées il y a des millions ou des milliards d'années par des civilisations qui ont peut-être disparu depuis longtemps. Ces sondes continuent leur mission programmée, passant d'un système à l'autre, répertoriant tout ce qu'elles rencontrent. Qu'enregistrent-elles donc? La vie, sans doute, ou l'habitabilité, les biosphères, les traces technologiques. Peut-être cherchent-elles un élément précis, ou simplement compilant des infos pour un projet scientifique galactique qui s'étend sur des ères. Il se pourrait qu'il y ait un dépôt central, une base de données immense à des années-lumière où tout est archivé. Ou bien chaque sonde garde ses propres données, les transmettant à la suivante qu'elle croise,
formant une chaîne d'informations qui traverse la galaxie comme des impulsions dans un cerveau colossal. Les retombées pour SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre, sont immenses. Des décennies à écouter les signaux radio. On a supposé que si des aliens voulaient dialoguer, ils émettraient à grande échelle. Ils enverraient des messages clairs, ils se feraient remarquer. Mais si la communication n'est pas l'objectif, si ces sondes ne sont pas là pour discuter, si elles observent en silence, dans ce scénario, SETI a cherché au mauvais endroit. On a tendu l'oreille vers le ciel au lieu d'examiner les objets qui filent dans notre système. On a guetté des signaux alors que l'objet lui-même est le signal. Sa trajectoire porte le message, sa composition révèle la signature, son passage est l'annonce, et si c'est le cas, on a déjà eu des contacts à maintes reprises. On ne s'en est juste pas aperçu. On les a répertoriés, on les a analysés, on a publié des études, mais on n'a jamais posé la question essentielle. Pourquoi sont-elles là ? Le paradoxe de Fermi interroge. Si la galaxie regorge de vie intelligente, où sont-ils tous ? Pourquoi ne les voit-on pas ? Pourquoi l'univers reste-t-il muet ? Peut-être que l'univers ne l'est pas. Peut-être murmure-t-il. Peut-être que les messages sont matériels, non électromagnétiques. Des objets se déplaçant dans l'espace, traversant les systèmes, emportant des infos dans leurs orbites et leurs matériaux. Et on commence tout juste à décrypter ce langage. Cela bouleverse tout. La galaxie pourrait bouillonner d'intelligence, mais pas comme on l'imaginait. Pas de vaisseaux spatiaux, pas de mégastructures, pas de balises radio, juste des sondes, discrètes, endurantes, glissant dans l'obscurité. Chacune un pixel isolé dans une image si immense qu'on ne la discerne pas encore. Mais l'image existe. La galaxie est cartographiée, inventoriée, comprise. Et la Terre ? La Terre n'est qu'un point de données, une scène dans un film qui se déroule depuis des milliards d'années. On se croit au centre de l'histoire. On pense que c'est notre récit. Mais peut-être qu'on n'est que de la figuration, du décor. Peut-être que le film ne nous concerne pas du tout. C'est humblement effrayant, car ça signifie qu'on n'est pas au cœur des choses. Pas unique, pas le point de mire cosmique, juste une planète de plus dans un système banal, discrètement observée par une entité qu'on ne saisit pas. Mais voilà le rebondissement. Si on est répertorié, on fait partie du fichier. On figure dans les archives. Quelque part dans un immense réservoir, il y a une fiche sur la Terre. Planète 3e habitable et technologique d'une étoile naine jaune. Atmosphère, oxygène, azote. Océan d'eau, vie basée sur le carbone. Et peut-être une annotation « statut actif », mise à jour en octobre 2025. Prochaine inspection en attente. Si c'est vrai, alors une entité, quelque chose, sait qu'on existe. Ils nous ont jaugés, ils nous ont classés. La question n'est plus si on est seul. C'est ce qui se passe ensuite. Reviennent-ils ? Envoient-ils d'autres sondes ? Nous regardent-ils évoluer, attendant qu'on dépasse notre jeunesse technologique ? Ou se contentent-ils de mettre à jour le dossier et de passer à autre chose, nous laissant nous demander si on n'a jamais été vu ? On l'ignore, mais les objets continuent d'arriver, et à chaque passage détecté, à chaque visiteur interstellaire repéré, le motif se précise. La géométrie s'affine. Et l'idée qu'on appartienne à un ensemble bien plus grand, ancien et patient au-delà de l'imaginable, devient impossible à écarter. La galaxie nous parle. On n'en est qu'au début. Il n'y a rien de mieux que de prêter l'oreille. Et ce qu'il susurre pourrait tout transformer. Épisode 11. Avancée majeure. Dernière nouvelle sur les biosignatures des exoplanètes. Pendant que nous nous concentrions sur ce qui traverse notre système solaire, un événement extraordinaire se déroulait au loin. Nous repérons la vie, ou du moins, nous décelons les traces qu'elle laisse. En 2025, des scientifiques ont révélé une possible détection de biosignatures sur une exoplanète tournant autour d'une étoile située à environ 40 années-lumière. Cette planète, un monde tempéré un peu plus grand que la Terre, affichait des marqueurs atmosphériques compatibles avec l'oxygène, l'ozone et le méthane, dans des associations difficiles à justifier sans intervention biologique. La découverte provient du télescope spatial James Webb, le même outil qui examine 3 atlas via la spectroscopie de transit pour décortiquer la lumière stellaire filtrant à travers l'atmosphère planétaire. C'est colossal. Pas une vie confirmée, pas une observation directe, mais une empreinte, un indice distinctif. Le genre de chimie atmosphérique que, sur Terre, génèrent les organismes vivants. L'oxygène issu de la photosynthèse, le méthane produit par des microbes, l'ozone résultant de l'interaction de l'oxygène avec les rayons UV.
Ensemble, ces gaz provoquent un déséquilibre chimique, une instabilité qui ne devrait pas perdurer sans une production active, et ce n'est pas limité à une seule planète. Ces dernières années, le JWST a scruté des dizaines d'exoplanètes à la recherche de tels indices. Plusieurs pistes se dessinent, des mondes aux atmosphères intrigantes avec des mélanges gazeux qui pourraient signaler une présence vivante. Pas une preuve irréfutable, pas encore, mais de quoi susciter l'émerveillement. Reliez cela maintenant à l'histoire de Troisey. Nous vivons un tournant historique où deux phénomènes se rejoignent. D'abord, nous accumulons des indices que la vie pourrait être répandue dans la galaxie. Ensuite, nous observons des objets issus d'autres systèmes stellaires qui frôlent le nôtre. Ces deux réalités esquissent un scénario. Si la vie est courante, si des biosphères pullulent sur des planètes orbitant d'autres étoiles, les repérer acquiert une immense valeur. Pas seulement scientifique, mais aussi stratégique. Pour une civilisation avancée, il serait crucial de localiser la vie, de l'inventorier, de la cartographier, d'en saisir la répartition. Et comment procéder? On ne sillonnerait pas soi-même de étoile en étoile. Trop lent, trop coûteux. On déploierait des sondes, des engins automatisés. On les disséminerait dans la galaxie pour qu'elles opèrent. Chaque sonde explore un système, recueille des données, passe au suivant. Au fil de millions d'années, on compile une base de données, un recensement vital. Les détections de biosignatures nous confirment que la vie est repérable. Avec les bons instruments, via la spectroscopie et de la persévérance, on peut identifier un monde habité à des années-lumière. Pourtant, l'observation à distance a ses bornes. On ne saisit pas les subtilités, on ne peut pas analyser la chimie de près. On ignore si la vie est microbienne ou évoluée, unicellulaire ou technologique. Pour cela, il faut se rendre sur place, il faut une sonde. Et si Troisey Atlas fait partie d'un tel réseau, si elle sillonne notre système solaire pour jauger les niveaux de CO2, les magnétosphères et les lunes glacées, alors elle opère in situ ce que nous tentons à distance. Elle franchit l'étape suivante, elle récolte des vérités de terrain. Voilà pourquoi la trajectoire compte tant. Voilà pourquoi le couloir Mars-Vénus-Jupiter paraît logique. Ces trois corps illustrent des scénarios d'habitabilité variés. Mars a eu un potentiel vital qu'il a perdu. Vénus en a eu un qu'elle a consumé. Les satellites de Jupiter en recèlent un et pourraient encore le préserver. Si l'on dresse un inventaire des biosphères, ce sont les points de référence essentiels. Il faut appréhender non seulement où la vie prospère, mais aussi où elle a frôlé l'existence, où elle a échoué, où elle se terre. La Terre est l'évidence. La Terre est accessible. On perçoit ses biosignatures à des années-lumière. Oxygène, méthane, le bord rouge de la végétation. La Terre se révèle d'elle-même. Mais les autres, ces mondes limites, ces cas extrêmes, exigent un examen rapproché. Et c'est précisément ce que Troisey Atlas accomplit, si tant est qu'elle ne soit qu'une comète ordinaire. L'enjeu plus large, c'est que nous entrons dans une période où la détection de vie devient quotidienne. Le JWST n'est qu'un prélude. Les télescopes futurs seront plus affûtés, les relevés plus exhaustifs. D'ici quelques décennies, nous pourrions disposer d'un catalogue de centaines de mondes potentiellement habitables, chacun avec ses données atmosphériques, chacun un espoir de vie. Et si nous bâtissons ce catalogue, pourquoi une autre entité, une civilisation plus ancienne avec des millions ou milliards d'années d'avance, ne l'aurait-elle pas déjà fait? Pourquoi n'aurait-elle pas essaimé des sondes dans la galaxie pour visiter des systèmes, collecter des mesures, compléter les lacunes de l'observation distante? Les détections de biosignatures sur exoplanètes ne valident pas l'hypothèse des senseurs, mais elles l'éclairent. Elles démontrent que repérer la vie est faisable. Elles suggèrent que la galaxie regorge peut-être de biosphères en attente de découverte, et elles indiquent que pour cartographier ces biosphères, la technologie est à portée de main. Nous l'exploitons avec des télescopes. Eux pourraient l'employer avec des sondes, et le fait que nous détectons à la fois des signatures biologiques là-bas et des objets interstellaires ici en même temps pourrait ne pas être un hasard. Cela pourrait représenter l'instant où l'humanité prend enfin conscience que la galaxie est bien plus vaste, vibrante et reliée qu'on ne l'avait jamais supposé. Et si c'est le cas, alors Troisey Atlas n'est pas seulement un corps céleste, c'est un messager, une proclamation, un signe que nous ne sommes pas les seuls à traquer la vie. D'autres le font aussi, et depuis bien plus longtemps que nous. Partie 12, progrès décisif dans l'étude des magnétosphères et environnements planétaires. Pendant que nous observons Troisey Atlas traverser le système solaire interne, un autre événement se déroule autour de Jupiter. Les informations renvoyées par des missions comme Juno ont révolutionné notre vision du système jovien.
Et cela ne concerne pas uniquement la planète géante. Il s'agit aussi de ses satellites, Europe, Ganymède, Callisto. Ce ne sont plus de simples roches gelées. Ce sont des mondes dotés d'océans, d'écosystèmes potentiels, de niches habitables. Europe reste la vedette. La sonde Juno de la NASA, en orbite autour de Jupiter depuis 2016, a effectué des survols rapprochés d'Europe ces dernières années. Les relevés indiquent que l'océan souterrain d'Europe est probablement mondial, atteignant des dizaines de kilomètres de profondeur et abritant plus d'eau liquide que toutes les mers terrestres réunies. De plus, cet océan est en contact avec un plancher rocheux, ce qui implique des réactions chimiques, des minéraux en dissolution, des cheminées hydrothermales, peut-être des conditions similaires à celles qui ont pu initier la vie sur Terre. Mais voici la nouveauté. En 2025, des scientifiques examinant les données du magnétomètre de Juno ont repéré des fluctuations dans le champ magnétique induit d'Europe, suggérant que l'océan n'est pas stagnant. Il est en mouvement. On y observe des courants, peut-être des cellules de convection, des gradients thermiques. Cet océan est vivant, ce qui signifie qu'une énergie y circule. Et là où il y a de l'énergie, la vie peut émerger. Ganymède est encore plus fascinant. Il possède son propre champ magnétique intrinsèque, unique parmi les lunes du système solaire. Ce champ interagit avec l'immense magnétosphère de Jupiter, formant une mini-magnétosphère autour de Ganymède. Et sous ce bouclier magnétique se trouve un océan, peut-être plusieurs, superposés en couches entre des coques de glace de phases variées. La complexité est époustouflante. Callisto, la plus extérieure des grandes lunes de Jupiter, est plus calme, moins dynamique. Pourtant, même Callisto pourrait cacher un océan souterrain, enfoui profondément sous une surface criblée de cratères anciens. Et si Callisto, le candidat le moins évident, renferme de l'eau liquide, alors le système jovien est encore plus propice à l'habitation qu'on ne le croyait. Tout cela est crucial pour 3i Atlas, car l'objet se dirige droit vers là. Le 16 mars 2026, à 0,35 unités astronomiques de Jupiter. Cela le place plus près de la planète que nombre de ses satellites. Il traversera la magnétosphère. Il subira des radiations. Il sera immergé dans des particules chargées et des champs électromagnétiques. Si l'objet analyse les magnétosphères, s'il échantillonne les environnements planétaires, Jupiter en est le joyau. La magnétosphère jovienne est la plus vaste structure du système solaire après le Soleil lui-même. Elle s'étend sur des millions de kilomètres. Elle capture des particules chargées du vent solaire et des panaches volcaniques d'Io. Elle influence les lunes, générant des courants dans leurs océans. Un objet la traversant pourrait tout enregistrer. Intensité du champ, densité de particules, composition du plasma, interaction entre la magnétosphère et les satellites. Si l'on cherche à saisir comment les magnétosphères protègent ou révèlent les océans souterrains, si l'on veut savoir si des échanges électromagnétiques peuvent nourrir une chimie vitale, Jupiter est la destination idéale, et le moment est idéal. D'ici mars 2026, la mission JUICE de l'ESA atteindra Jupiter. La Europa Clipper de la NASA sera en route ou déjà sur place. Juno fonctionnera encore. Le système jovien deviendra l'endroit le plus scruté et équipé du système solaire, hormis la Terre. De multiples sondes avec magnétomètre, spectromètre, caméra, radar, tout observera, mesurera et à travers ce réseau de capteurs, 3i Atlas filera. C'est là que l'hypothèse de l'autostoppeur instrumental gagne en intérêt, car si l'objet est conçu pour être étudié, s'il se positionne là où nos outils peuvent la mal examiner, l'approche de Jupiter est le clou du spectacle. Les passages près de Mars et Vénus n'étaient que des échauffements. À Jupiter, les données affluent. À Jupiter, nos technologies croisent la trajectoire de l'objet. Mais il y a un autre aspect. Les études sur les magnétosphères nous révèlent que ces milieux sont sophistiqués. Ce ne sont pas de simples vides autour des planètes. Ils sont dynamiques, animés, remplis de particules, de champs et d'interactions qu'on commence à peine à décrypter. Si l'on souhaite dissimuler quelque chose, déployer des charges ou réaliser des mesures discrètement, la magnétosphère est idéale. Le bruit de fond est intense, l'environnement est turbulent. De petites irrégularités se perdraient dans les variations naturelles. Une sonde libérée dans la magnétosphère de Jupiter. La magnétosphère de Jupiter pourrait dériver pendant des années, alimentée par les champs électromagnétiques, en collectant des informations sur les lunes au fur et à mesure qu'elle les survole. Elle pourrait se placer à proximité d'Europe, en surveillant les panaches, en analysant les particules si un panache jaillit. Elle pourrait orbiter autour de Ganymède, en examinant les échanges entre le champ magnétique de la Lune et celui de Jupiter. Elle pourrait s'installer dans un point de Lagrange stable et simplement observer, et nous ne la repérerions jamais.
car l'environnement de Jupiter est immense et nos outils se concentrent sur les lunes elles-mêmes. Nous scrutons la surface d'Europe, l'intérieur de Ganymède, les cratères de Callisto. Nous ne balayons pas l'espace vide à la recherche d'objets minuscules et silencieux qui réfléchissent peu de lumière et n'émettent aucun signal. Les progrès en sciences de la magnétosphère nous indiquent aussi que ces milieux sont essentiels pour l'habitabilité. L'océan d'Europe reste liquide grâce au chauffage tidal. Mais la magnétosphère intervient également. Les particules chargées bombardent la surface, fracturant la glace d'eau, produisent de l'oxygène. Une partie de cet oxygène pourrait atteindre l'océan. C'est une source d'énergie potentielle pour la vie. C'est un donneur d'électrons. C'est de la chimie. Si quelqu'un mène une étude sur les environnements habitables, il devrait évaluer cela. La télédétection ne révèle pas les interactions avec la magnétosphère. Il faut être sur place. Il faut des instruments dans le milieu pour mesurer l'intensité du champ, le flux de particules, la dose de radiation. Et si 3i Atlas embarque ces instruments ou déploie des sondes plus petites qui les portent, alors la rencontre avec Jupiter détermine le succès ou l'échec de la mission. Il y a aussi la question de ce que l'objet subit. Traverser la magnétosphère de Jupiter à 35 UA implique une exposition à une radiation intense. Les ceintures de radiation de Jupiter sont impitoyables. Elles sont capables de griller les électroniques, de dégrader les molécules organiques. Si 3i Atlas est une comète naturelle, cette radiation agira sur sa surface, traitera la glace, générera de la chimie. S'il est artificiel, la radiation pose un défi majeur. Un blindage s'impose, un durcissement, des redondances. La façon dont l'objet réagit pendant et après le passage près de Jupiter pourrait nous en apprendre beaucoup. Maintient-il sa trajectoire? Montre-t-il des traces de dommages? Son dégazage évolue-t-il? Toute anomalie, toute déviation par rapport au comportement attendu devient cruciale. Parce que les objets naturels réagissent à la radiation de manière prévisible. Les objets artificiels, s'ils sont bien conçus, réagiraient autrement. Ils compenseraient, s'adapteraient, résisteraient. Nous n'en saurons rien pendant des mois. La rencontre avec Jupiter est encore à venir, mais l'infrastructure se met en place. Juno est prêt, JUICE arrive, Europa Clipper arrive, les instruments s'éveillent. Les plans d'observation se préparent. Et quand 3i Atlas approchera, nous aurons la plus belle vue sur un visiteur interstellaire en interaction avec un environnement planétaire que nous ayons jamais eu. Si un secret doit être dévoilé, si une signature prouve que cet objet est plus qu'une comète, ce sera à Jupiter que nous le découvrirons. Parce que Jupiter ne dissimule rien. Jupiter amplifie. Sa magnétosphère agit comme une loupe, un laboratoire naturel où tout ce qui est inhabituel ressort clairement. Et 3i Atlas fonce droit dedans. Les études de la magnétosphère en 2025 nous ont révélé que ces environnements sont dynamiques, complexes et potentiellement propices à la vie. Elles nous ont montré que les interactions électromagnétiques comptent pour la vie. Elles nous ont démontré que le système de Jupiter n'est pas seulement fascinant, il est vital. C'est un carrefour, un centre névralgique, un lieu où plusieurs environnements habitables s'agglutinent autour d'une planète géante unique. Si vous conceviez un itinéraire d'exploration, si vous traciez une trajectoire pour une collecte maximale de données, Jupiter figurerait sur la liste. Pas seulement pour un survol, mais pour traverser la magnétosphère, échantillonner le milieu, mesurer les échanges. Et c'est précisément ce que fait 3i Atlas. Une coïncidence? Peut-être. Mais les coïncidences s'accumulent. La trajectoire, la chimie, le timing, l'instrumentation, chacune explicable isolément. Toutes ensemble, c'est un schéma. Et les schémas signifient quelque chose. Partie 13. Intelligence artificielle révolutionnaire dans l'autonomie des vaisseaux spatiaux et la surveillance en profondeur de l'espace. Une autre avancée de 2025 mérite qu'on s'y attarde. Nous avons progressé énormément dans la construction de vaisseaux spatiaux autonomes, vraiment énormément. Et cela importe car si nous spéculons sur des sondes interstellaires, sur des objets voyageant entre les étoiles pour mener des relevés, l'autonomie est la technologie clé. On ne peut pas compter sur un opérateur humain quand l'étoile la plus proche est à des années-lumière. Il faut des systèmes qui résonnent seuls. La NASA et l'ESA ont toutes deux présenté des systèmes de vaisseaux spatiaux avancés pilotés par IA cette année. Des sondes compactes avec prise de décision embarquée, des essaims de CubeSats qui se coordonnent sans contrôle au sol, des algorithmes d'apprentissage profond capables d'identifier des cibles, de planifier des trajectoires et d'exécuter des manœuvres sans attendre d'ordre de la Terre. Ce n'est pas de la science-fiction,
C'est une technologie opérationnelle testée en ce moment même. Un exemple est l'Auto-Réseau mondial de surveillance des astéroïdes anonymes, une flotte de minuscules satellites dotés d'une intelligence artificielle capable de repérer, de suivre et d'analyser les objets proches de la Terre. Ces engins choisissent eux-mêmes leurs cibles d'observation, ils modifient leurs capteurs, ils sélectionnent les priorités, ils échangent des informations entre eux. Et ils accomplissent tout cela à une vitesse surpassant n'importe quel système piloté par des humains. Un autre cas concret concerne l'exploration des confins de l'espace. Les plus récents robots et sondes martiennes disposent d'une navigation indépendante. Ils esquivent les pièges, optent pour des itinéraires, ramassent des échantillons selon des normes scientifiques, le tout sans pâtir des retards de transmission. Mars se trouve à plusieurs minutes-lumière. Les ordres mettent 10 à 20 minutes pour arriver au sol. Pour réagir sur le champ, l'autonomie s'impose. Imaginez maintenant à plus grande échelle. Pas des minutes-lumière, mais des années-lumière. Une sonde interstellaire ne peut pas appeler la base pour des directives. Le délai aller-retour se compte en années, décennies ou siècles. Du coup, la sonde doit être futée. Elle prend des décisions, repère des objectifs, corrige sa course, libère ses charges utiles, récolte des infos, les stocke, les envoie quand c'est faisable, résiste aux pannes, s'adapte aux milieux hostiles. Et le plus dingue, c'est que si on conçoit déjà de tels dispositifs avec notre tech actuelle, une civilisation avancée de millions ou milliards d'années d'avance pourrait créer des trucs bien plus performants. Pas juste des machines programmées, mais des entités qui apprennent. Des systèmes qui improvisent, qui débarquent dans un nouveau système stellaire, évaluent le terrain et agissent sans aucune consigne extérieure. C'est précisément ce qu'exigerait une sonde interstellaire. Pas un simple outil passif, pas une liste de tâches prédéfinies, mais un système intelligent, un aventurier, un agent autonome. Et si 3 atlas correspond à ce genre de choses, si c'est plus qu'une comète, alors tous nos relevés prennent du sens. La trajectoire qui slalome entre les planètes, une navigation autonome qui trace le meilleur chemin, la composition chimique qui colle aux environnements visés, un camouflage adaptatif ou une structure intentionnelle, le timing qui tombe pile avec nos outils d'observation, une connaissance des infrastructures du système. Une sonde pilotée par IA n'aurait pas besoin d'être imposante, pas de moteur géant ni d'instruments monstrueux. Elle serait efficace, compacte, capable de se réparer seule. Elle puiserait dans les ressources locales, collectant des matériaux d'astéroïdes ou d'atmosphères planétaires. Elle hibernerait durant le long voyage interstellaire pour économiser l'énergie. Elle se réveillerait en approchant d'un système stellaire, analyserait et passerait à l'action. On progresse aussi dans la détection d'anomalies. Les algorithmes d'apprentissage automatique scrutent désormais les données astronomiques, traquant des motifs que les humains pourraient ne louper, comme des courbes de lumière bizarres, des signatures spectrales inattendues, des écarts de trajectoire. Ces outils ont déjà repéré des exoplanètes, signalé des supernovas, capté des ondes gravitationnelles, et ils s'améliorent d'année en année. Si quelqu'un voulait dissimuler un objet artificiel au milieu des naturels, il devrait composer avec ça. Il devrait être discret au point d'échapper aux IA de détection, ce qui implique soit un camouflage impeccable, soit une révélation calculée, soit se fondre si bien que les algos vous confondent avec la nature, soit se démarquer de façon à passer pour un phénomène banal. 3. Atlas pourrait bien jouer sur ce fil du rasoir. Assez étrange pour intriguer, assez ordinaire pour qu'on l'explique, pile à la limite de la visibilité, sans oublier la question des réseaux. Nos IA tendent vers une intelligence distribuée, des essaims, des ensembles où plusieurs unités réduites collaborent, diffusent des données, synchronisent leurs moves. Aucune n'est le chef. L'intelligence surgit de leurs échanges. Si les sondes interstellaires fonctionnent pareil, alors Trouille Atlas n'est pas isolé. Il fait partie d'un réseau. Moua en était membre. Baris aussi. Chacune comme un agent libre, mais toutes liées d'une manière ou d'une autre, en train d'échanger des infos, de coordonner, de cartographier la galaxie en commun. On ne perçoit pas cette coordination, on ne voit pas les coms. Ça pourrait se passer sur des fréquences ou via des techniques qu'on ne surveille pas. Intrication quantique, ondes gravitationnelles, neutrinos, un truc exotique, ou alors ça avance lentement sur des années ou décennies. Méthodique et patient, vu qu'une machine immortelle n'est pas pressée. Les progrès en autonomie des vaisseaux spatiaux en 2025 démontrent que c'est réalisable, on le fait déjà à petite échelle. On crée des systèmes qui réfléchissent, prospectent et s'ajustent. Et si on y arrive avec quelques décennies d'informatique, d'autres ailleurs pourraient notamment le maîtriser à la perfection. Ça compte parce que ça bouleverse notre approche de la détection.
On cherchait des signaux flagrants, des émissions, des constructions artificielles, des accélérations suspectes. Mais une sonde IA ne laisserait pas de traces évidentes. Elle serait prudente, systématique. Elle observerait sans perturber. Elle se camouflerait. La seule méthode pour repérer un tel système, c'est de guetter des motifs discrets, des improbabilités statistiques, des déviations de trajectoires. Des trajectoires excessivement précises, une chimie trop commode, un timing impeccablement synchronisé. C'est précisément ce qu'on observe avec 3i Atlas. Ce n'est pas une preuve irréfutable, mais c'est éloquent. Et faute de certitude absolue, l'énigmatique suffit à intriguer. Les avancées en intelligence artificielle de 2025 ouvrent aussi une autre piste fascinante. Et si ces sondes ne se contentaient pas de collecter des informations? Et si elles évoluaient? Si chaque passage près d'un système planétaire affinait leurs algorithmes, optimisait leurs approches, approfondissait leur analyse? Une IA active depuis des millions d'années, explorant des milliers de systèmes stellaires, atteindrait un niveau de raffinement inimaginable. Elle saurait s'approcher d'un système sans alerter quiconque. Elle identifierait quoi observer et où. Elle décèlerait les indices de vie, de technologie, d'habitabilité. Ce serait un cartographe virtuose, et si 3i Atlas correspond à cela, alors nous sommes scrutés par une entité qui maîtrise parfaitement son art. Une entité qui a répété l'opération innombrables fois. Les jugements qu'elle porte sur nous, les données qu'elle recueille, s'intégreront à une base couvrant la Voie lactée. C'est à la fois humble et un brin effrayant, car cela implique que nous ne subissons pas seulement une observation, nous sommes analysés par une intelligence qui nous échappe totalement. Partie 14. Mission d'interception rapide de systèmes solaires innovants et réponse aux petits corps célestes. Voici le dilemme. Nous excellons désormais dans la détection des objets interstellaires. Nos relevés fonctionnent à plein régime. Nos algorithmes scrutent les orbites atypiques. Mais repérer ne suffit plus. Il faut intercepter, s'approcher, analyser de près, peut-être prélever des échantillons, et nous n'y sommes pas préparés. En 2025, la NASA et l'ESA ont publié des projets pour des missions d'intervention express. Le principe est clair. Dès qu'un objet interstellaire est signalé, on décolle une petite sonde agile pour le rattraper. Pas besoin d'une expédition monumentale, pas besoin d'années de préparation. Il faut une machine en attente, un lanceur opérationnel et un itinéraire computé en un clin d'œil. La mission Comet Interceptor de l'ESA en est le modèle pionnier. Elle est prévue pour être lancée et stationnée en espace à un point de Lagrange, en attendant une cible prometteuse. Quand un objet surgit, la sonde quitte son orbite de réserve et fonce à sa rencontre. Pas de rendez-vous orbital compliqué, juste un survol rapide, avec des mesures prises lors de ce bref contact. La NASA explore des idées analogues, de petits engins à propulsion ionique, capables d'accélérer sur des mois ou des années, pour atteindre un visiteur interstellaire même s'il file déjà vers l'extérieur. La technologie est là. Le vrai obstacle, c'est la disponibilité immédiate. Et voilà la frustration. Nous avons raté Oumuamua. Quand nous avons compris de quoi il s'agissait, il s'éloignait déjà. Quelques relevés au passage, mais rien de précis. Aucune photo rapprochée, aucune étude in situ. Il est perdu à jamais, hors de portée de toute mission concevable. Avec Borisov, nous avons fait mieux. Plus de délais, plus de données, mais toujours pas d'interception. Nous avons observé de loin. Et maintenant, avec 3i Atlas, nous suivons en direct, nous savons sa position. Nous connaissons sa destination, mais nous n'en voyons rien pour l'accueillir. Pas encore, parce que monter une mission d'interception demande du temps pour la concevoir, la financer, la fabriquer, la lancer, et d'ici là, l'objet aura filé. C'est cette faille, c'est cette faiblesse. Nous voyons ces corps, mais nous ne pouvons pas les approcher. Et s'ils dissimulent des mystères, s'ils sont plus que ce qu'ils semblent, nous ne le découvrirons pas en les fixant depuis la Terre. La percée, c'est que nous commençons à traiter cela avec sérieux. Les programmes de réaction rapide reçoivent des fonds. Les innovations techniques progressent. À l'arrivée du prochain objet interstellaire, nous pourrions être parés. Nous pourrions avoir une sonde en veille. Nous pourrions décoller en semaines plutôt qu'en années. Mais cela soulève une autre interrogation. Si nous nous préparons à intercepter le visiteur suivant, en sont-ils conscients? Si 3i Atlas appartient à un réseau de surveillance, sait-il que nous développons des intercepteurs? Lui, importe-t-il? Peut-être que c'est l'épreuve en soi. Peut-être que l'évaluation ne porte pas seulement sur nos aptitudes actuelles, mais sur notre évolution. Notre vitesse d'amélioration, le délai entre détection et interception, notre réactivité ou notre initiative.
Si c'est le cas, notre réaction face à ces objets génère elle-même des données, et leurs expéditeurs observent nos réponses. Il y a un autre aspect. La capacité d'interception est aussi une capacité défensive. Une sonde qui rattrape une comète peut neutraliser un missile. Un réseau qui piste les petits corps peut suivre des actifs militaires. La technologie est à double usage, et en la développant, nous envoyons un message. Nous déclarons « Nous vous voyons, nous pouvons vous atteindre, nous ne restons pas inertes ». Cela pourrait altérer l'équilibre. Si les sondes évaluent les niveaux de menace, si elles jugent si une civilisation technologique est dangereuse ou pacifique, notre maîtrise de l'interception pèse lourd. C'est une frontière que nous franchissons, passant de passer de l'observation à l'intervention, de la passivité à l'activité. Et c'est peut-être à ce moment-là que les événements évoluent. Peut-être que la prochaine étape démarre vraiment. Car si nous parvenons à intercepter ces corps célestes, si nous arrivons à les approcher, alors nous pourrons découvrir leur véritable nature. Nous pourrons trancher le débat, naturel ou artificiel, aléatoire ou intentionnel, hasard ou dessein. Les missions Interceptor de 2025 et 2026 marquent la première tentative sérieuse de l'humanité pour combler cette distance, pour quitter le rôle de simple spectateur et devenir acteur. Et lorsque cela se produira, lorsque nous capturerons enfin l'un de ces intrus et obtiendrons des données non altérées par des millions de kilomètres d'espace, nous saurons. Nous saurons si la galaxie est vide ou peuplée. Nous saurons si nous sommes isolés ou surveillés. Nous saurons si ces objets sont des émissaires, des éclaireurs ou autre chose encore. En attendant, nous observons, nous patientons et nous construisons nos intercepteurs car le prochain visiteur approche et cette fois, nous serons préparés. Partie 15. Synthèse finale et perspective. Ce que tout cela implique pour nous. Ramenez cela à notre échelle. Discutons de ce que cela signifie vraiment. Pas pour la science, pas pour l'astronomie, mais pour nous, pour l'humanité, pour notre vision de nous-mêmes dans l'univers. Le 3 Atlas a pénétré notre système solaire le 1er juillet 2025. Il suit un itinéraire à travers le couloir planétaire, frôlant Mars, s'approchant de Vénus, se dirigeant vers Jupiter. Sa trajectoire est d'une précision remarquable, sa composition chimique est atypique, son arrivée est opportune, et tous ces éléments combinés tissent une histoire difficile à écarter. La position scientifique dominante est limpide. Il s'agit d'une comète interstellaire aux caractéristiques inhabituelles mais explicables, orbite hyperbolique issue d'un autre système stellaire, riche en CO2 dû à son milieu de formation ou à un traitement par rayons cosmiques, trajectoire rétrograde qui se trouve presque coplanaire par pur hasard, simple coïncidence statistique, variabilité naturelle. C'est l'interprétation prudente, celle qui n'exige pas de thèses extraordinaires, et des affirmations extraordinaires requièrent des preuves extraordinaires. Pour l'instant, les indices sont circonstanciels, évocateurs, mais pas décisifs, intrigants, sans être probants. Pourtant, il y a toujours un mais. La trajectoire relie 3 mondes, symbolisant 3 phases d'habitabilité. La chimie correspond à ces mondes. Le moment choisi coïncide avec une couverture d'observation optimale. La probabilité statistique est faible mais pas nulle, et chaque nouveau renseignement, chaque mesure supplémentaire semble enrichir le motif. Si c'était le seul objet interstellaire, on pourrait l'ignorer. Mais ce n'est pas le cas. Oumuamua était singulier, Borisov était singulier, Atlas est singulier. 3 objets, 3 compositions, 3 parcours. Et si l'on cherche un schéma, il réside dans la diversité, une diversité délibérée. Les hypothèses spéculatives que nous avons examinées, autostoppeur instrumental, récolteur de ressources, sonde de reconnaissance, charge piégée, ne sont pas validées. Ce sont des options, des exercices mentaux, des moyens d'explorer le « et si ». Mais le « et si » est le point de départ de toute avancée. Et si la Terre orbitait autour du Soleil? Et si les microbes provoquaient les maladies? Et si l'univers s'étendait? Et si nous n'étions pas seuls? Et si le 3 Atlas était plus qu'une comète? Cette interrogation a des conséquences. S'il est artificiel, s'il appartient à un réseau de relevés, alors la galaxie est scrutée, cartographiée, répertoriée par une entité ancienne, patiente, fonctionnant sur des échelles temporelles qui nous échappent, presque. Si c'est le cas, la Terre figure déjà dans la base de données. Nous avons été évalués, notre atmosphère disséquée, notre biosphère inventoriée, notre technologie enregistrée, et le système qui accumule ces informations possède un dossier sur nous. Homo sapiens, espèce technologique, 3e planète, active. Cela devrait transformer notre perception de nous-mêmes. Nous ne sommes pas isolés. Nous ne sommes pas invisibles.
nous intégrons un cadre plus vaste, un écosystème galactique, et que nous le voulions ou non, nous avons attiré l'attention. Mais voilà le hic. Être remarqué ne signifie pas être approché. Le Three Atlas ne décélère pas, il n'émet pas de signaux, il ne cherche pas le contact, il traverse, enregistre des données, poursuit sa route. Nous ne sommes qu'une étape sur un périple interminable. Et c'est peut-être ce qui dérange le plus, non pas le fait d'être observé, mais de n'être pas si captivant. Nous sommes un point de données, un échantillon, une entrée unique dans un catalogue englobant des milliers ou des millions d'autres mondes. Nous ne sommes pas exceptionnels, nous ne sommes pas au centre, nous ne sommes qu'une planète habitée de plus dans une galaxie qui en regorge peut-être. C'est le principe copernicien poussé à son extrême logique. La Terre n'est pas le centre, le Soleil n'est pas le centre, notre galaxie n'est pas le centre, et peut-être notre présence n'est-elle pas si remarquable non plus. Nous avons mis des siècles à nous décentrer, du milieu de tout à la périphérie de tout. Du cœur de la création à un pâle point bleu orbitant une étoile ordinaire dans une galaxie ordinaire. Et désormais, peut-être ne sommes-nous qu'une ligne de plus dans le tableau de quelqu'un d'autre. Pourtant, une autre lecture est possible. Peut-être sommes-nous laissés en paix sciemment. Peut-être existe-t-il un protocole, une règle. Ne pas interférer. Avec des civilisations en développement, laissez-les progresser. Permettez-leur de résoudre leurs problèmes par elles-mêmes. Observez de loin, mais n'intervenez pas. Pas pour l'instant. Le trajet dans les couloirs, l'évitement de la Terre, le passage discret à travers les zones équipées d'instruments, tout cela pourrait représenter une observation prudente sans ingérence. Une méthode pour surveiller sans perturber, pour collecter des informations sans altérer les résultats. Sur Terre, les chercheurs respectent des règles strictes lors de l'étude d'espèces menacées. On regarde sans interférer. On mesure sans modifier les habitudes. On enregistre sans troubler. Peut-être que ceux qui ont lancé ces objets appliquent pour des principes comparables. Peut-être existe-t-il une éthique galactique qui impose de laisser les peuples évoluer librement, ne pas polluer l'expérience. Si c'est le cas, la véritable interrogation porte sur le moment où cette non-ingérence s'arrête. À quel instant passe-t-on du statut d'observé à celui de reconnu? Y a-t-il une frontière, un jalon technologique, un mode de vie? Et si on la franchit, quelles conséquences? Peut-être que cette limite concerne les voyages interstellaires, peut-être que lorsque nous pourrons explorer d'autres systèmes stellaires par nos propres moyens, lorsque nous intégrerons la communauté interstellaire au lieu de rester confinés à une seule planète, c'est là que le contact s'établira. Peut-être attendent-ils que nous les rejoignions plutôt que de venir à nous, ou peut-être que la barre est ailleurs. Peut-être s'agit-il de notre façon de nous comporter entre nous, de gérer notre planète, de surmonter notre phase adolescente technologique. En astrobiologie, on parle du grand filtre. L'hypothèse qu'entre la vie unicellulaire et une civilisation étendue à la galaxie, il y a un obstacle insurmontable. Quelque chose que la plupart des espèces ne franchissent pas. Effondrement climatique, guerre nucléaire, intelligence artificielle déraillée, pandémie fabriquée. Peut-être que cette enquête vérifie quelles sociétés dépassent le filtre et lesquelles échouent. Et si nous sommes répertoriés, si notre dossier est mis à jour périodiquement, alors la prochaine évaluation pourrait dépendre de nos actions actuelles. Résolvons-nous le changement climatique ou le laissons-nous déraper? Gérons-nous nos avancées technologiques avec sagesse ou nous autodétruisons-nous? Nous unissons-nous en tant qu'espèce ou nous divisons-nous dans le conflit? Ces interrogations ne concernent pas seulement nous. Elles pourraient en être des indicateurs pour ceux qui nous surveillent. Nous l'ignorons. Nous ne pouvons pas savoir. Pas sans davantage d'informations. Et ces données arrivent. Le passage près de Vénus est proche ou récent, selon le moment où vous lisez ces lignes. La rencontre avec Jupiter est prévue dans quelques mois. Tous les télescopes braqués sur cet objet l'analysent. Tous les engins spatiaux dans la trajectoire sont parés. Et peut-être cette fois, révélerons-nous l'anomalie, la trace distinctive, l'élément prouvant que ce n'est pas qu'une comète ordinaire. Ou peut-être pas. Peut-être traversera-t-il sans encombre, se comportant comme un corps naturel lambda, nous laissant avec nos hypothèses et nos doutes. Quoi qu'il en soit, le débat a évolué. Nous ne nous demandons plus si des objets interstellaires existent. Nous savons qu'ils existent. Nous nous interrogeons sur leur nature, leur signification, s'ils sont des émissaires, des éclaireurs, des échantillons ou quelque chose pour lequel nous n'avons pas encore de mots. Et c'est du progrès. C'est l'humanité dans ce qu'elle a de plus caractéristique, contempler l'univers et questionner son sens, repérer des motifs et se demander s'ils cachent une intention, collecter des faits et les tisser en récits qui pourraient bien coller à la réalité.
La méthode scientifique exige du doute. Elle nous somme de ne pas nous précipiter vers des certitudes, de rassembler des preuves, de vérifier les théories, d'accepter qu'on puisse se tromper. Et c'est parfait. C'est ainsi qu'on esquive la superstition et les fausses sciences, mais le scepticisme ne doit pas virer à l'aveuglement. Prudence sur les déductions ne signifie pas ignorer les schémas évidents, et ici, ce schéma, qu'il soit naturel ou artificiel, mérite qu'on s'y attarde. Car voilà ce dont nous sommes certains. Les objets interstellaires existent, ils traversent notre système solaire, ils proviennent d'autres systèmes stellaires, des lieux où d'autres soleils brillent et d'autres mondes tournent. Chacun est un fragment d'ailleurs, un bout d'un quartier voisin déposé chez nous, et qu'ils soient des débris naturels ou des sondes conçues, ils sont précieux. Ils ouvrent des vues sur la galaxie élargie. La vérité effrayante n'est pas que Three Atlas fonce sur nous, c'est que ce n'est pas nécessaire. Nous avons déjà été évalués, fichés, classés. La Terre n'est qu'un point dans un recensement automatisé de la vie qui tourne depuis plus longtemps que notre espèce. Quelque part dans l'ombre, un mécanisme ancestral met à jour ses archives, notant quels mondes respirent encore et lesquels se sont tus. Et nous y figurons désormais. Actifs, habités, technologiques, statut en cours. Réfléchissez-y. Statut en cours, pas achevé, pas terminé, en cours. Nous sommes encore en train de se produire, d'évoluer, de nous développer. Et celui ou ceux qui tient ces registres a la patience d'attendre notre dénouement. Que nous prospérions ou que nous sombrions, que nous tendions vers les étoiles ou que nous nous replions pour décliner. C'est à la fois humiliant et stimulant. Humiliant parce que cela montre que nous ne sommes pas si centraux que nous le croyions. L'univers ne gravite pas autour de nous. Nous ne sommes pas l'événement principal, mais stimulant. Parce que cela signifie que nous conservons encore notre autonomie. Notre récit n'est pas encore tracé. L'issue n'est pas figée d'avance. Nos choix comptent, même s'ils ne représentent qu'un élément parmi des milliards d'autres. L'avenir dépend de nous. Nous pouvons l'ignorer, balayer ce schéma comme une simple coïncidence. Revenir à l'idée que nous sommes isolés. C'est l'alternative rassurante, la voie sans risque. Elle ne nous oblige pas à modifier notre vision de nous-mêmes ou de notre rôle dans l'univers. Ou bien, nous pouvons le considérer avec sérieux, nous pouvons nous organiser, nous pouvons développer nos intercepteurs, nous pouvons observer plus attentivement, nous pouvons poser des interrogations plus pertinentes, nous pouvons agir en supposant que nous sommes peut-être surveillés et nous adapter en conséquence. Pas dans la paranoïa, pas dans la crainte, mais avec vigilance, réflexion et intention délibérée quant à nos actes et aux messages que nous diffusons. Car si l'on nous observe, si ces corps font partie d'une exploration, alors tout ce que nous entreprenons est perceptible. Nos conflits, nos réalisations, notre gestion de la planète, nos efforts pour la transcender. Tout cela forme des données. Tout cela est consigné. Et peut-être, tout simplement, tout cela est évalué. Ce n'est pas pour effrayer, c'est pour éclaircir les choses. Si nous appartenons à un ensemble plus vaste, si nous sommes répertoriés dans un écosystème galactique, alors nos devoirs s'étendent au-delà de notre horizon. Nous ne sommes pas seulement gardiens de la Terre, nous en sommes les porte-paroles, les émissaires, que nous le voulions ou non. Et cela modifie la perspective, cela confère à nos gestes une portée cosmique, non pas parce que nous sommes exceptionnels, mais parce que nous sommes scrutés. Parce qu'ailleurs, une entité ou une forme de vie suit nos traces, enregistre nos réactions face aux épreuves que nous traversons. Nous vivons l'instant où cela devient concret. Où les objets interstellaires passent de l'hypothèse théorique à la réalité observée, où la question de notre solitude passe de la philosophie à l'analyse de données, où la galaxie cesse d'être une notion abstraite et lointaine pour devenir proche, concrète, actuelle. Parce que ces visiteurs affluent et chacun représente une chance d'apprendre, de percer des secrets, de confirmer peut-être que l'univers est plus vaste, plus mystérieux et plus peuplé que nous ne l'avions supposé. Three Atlas s'éloignera. Il accélérera vers l'espace interstellaire. Il disparaîtra de nos télescopes et nous finirons par le perdre de vue. La queue comme tiers se dissipera. La trajectoire l'emportera hors de portée de nos instruments. Il deviendra un spectre, un souvenir, une note de bas de page dans les archives astronomiques. Mais ce n'est pas une fin, c'est un départ. Parce que désormais, nous savons quoi chercher. Nous discernons le motif. Nous savons que des voyageurs interstellaires traversent notre système sur des chemins qui paraissent, parfois plus que parfois, orientés. Nous savons qu'ils varient en forme, en composition chimique, en manière d'agir. Nous savons qu'ils frôlent des mondes d'intérêt astrobiologique. Et nous savons qu'ils le font à un rythme qui indique qu'ils ne sont pas si exceptionnels que nous le pensions.
Et lorsque le prochain arrivant se présentera, lorsque le prochain objet interstellaire filera à travers notre système avec une précision improbable, nous serons préparés. Nous surveillerons. Et peut-être cette fois, nous nous approcherons assez pour en saisir la vraie nature. Peut-être cette fois, nos intercepteurs seront déployés. Peut-être cette fois, nous pourrons prélever des échantillons, capturer des images haute définition, repérer toute trace artificielle si elle existe. Ou peut-être confirmerons-nous son origine naturelle. Peut-être découvrirons-nous que l'univers est simplement imprévisible, aléatoire, riche en hasard. Et cela serait acceptable aussi. Cela serait enrichissant, car chaque réponse, qu'elle soit artificielle ou naturelle, révèle une vérité profonde sur la galaxie qui nous abrite. En attendant, nous guettons. Nous scrutons le ciel et nous nous interrogeons sur la possibilité qu'ailleurs, quelque chose nous observe en retour, discrètement répertoriant, patiemment notant, mettant à jour des dossiers dans une base qui embrasse la Voie lactée. Et peut-être, tout bonnement, se demandant si nous finirons par saisir l'affaire, se demandant si nous percevrons le schéma, se demandant si nous en saisissons le sens, se demandant si, une fois que nous l'aurons compris, nous serons prêts à en affronter les conséquences. L'univers s'exprime. Il l'a toujours fait. À travers des entités qui filtrent dans l'ombre, à travers des orbites qui défient toute la logique, à travers des compositions chimiques assez singulières pour susciter la réflexion. Et maintenant, nous commençons enfin à entendre. Ce que nous capterons pourrait tout transformer ou rien du tout. Mais dans les deux cas, nous écoutons. Et cela seul marque un progrès. C'est l'humanité qui s'étend au-delà d'elle-même, qui formule des questions essentielles, qui traque des réponses là où elles se trouvent, dans les ténèbres d'où proviennent ses hôtes. L'histoire de Three Atlas ne s'achève pas, elle ne fait que débuter, et nous y participons tous, conscients ou non. Chaque individu qui contemple le firmament nocturne, chaque chercheur qui décortique les informations, chaque esprit qui s'interroge sur l'enjeu, nous sommes tous témoins d'un événement qui pourrait être la plus grande révélation de l'histoire humaine. Ou cela pourrait n'être qu'une comète. Dans tous les cas, il faut y prêter une attention particulière, car l'univers nous accorde rarement l'opportunité de dépasser notre modeste recoin spatial. Et quand cela arrive, quand il nous dépêche des émissaires d'autres systèmes stellaires, il nous incombe de scruter avec minutie, de réfléchir avec intensité, de nous questionner avec franchise. C'est précisément ce que nous offre Three Atlas, non des réponses toutes faites, mais des interrogations plus pertinentes, des interrogations plus profondes, des interrogations qui pourraient bien nous conduire à saisir notre position dans un cosmos bien plus sophistiqué et entrelacé que nous n'avions osé l'imaginer. Et cela mérite d'être salué. Cela mérite d'être entrepris. Cela mérite qu'on y veille toute la nuit.